Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Le Kiosque. Ce soir, nous sommes contents de retrouver un des chroniqueurs qui nous a longuement manqué, mais on va le présenter tout à l'heure. Il est de retour puisque vous l'avez souvent réclamé. Je commence par Fred Lordino. Bonjour Fred, comment ça va? Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté Zouk TV. Bonsoir à vous, mes amis chroniqueurs et notre chère amie chroniqueuse. Très bien. Merci beaucoup. Merci Fred. Et je parlais donc de Michel Branchier, le retour du Jedi. Le voilà, il est là, souriant. Il est refait à 9, mignon. Et on lui avait réservé une surprise pour qu'on puisse parler aujourd'hui du budget 2024 de la CTM. Tout à fait. C'est une bonne surprise, c'est un bon cadeau ça. Tout à fait. Bon, en plus, je crois que c'est quand même important. C'est la collectivité, comme on dit, majeure de la Martinique. Et on a tendance à lui demander à la fois beaucoup et pas assez. Bon. D'accord. Et je vais expliquer pourquoi. Avec plaisir, dans quelques instants. Alors. Merci beaucoup. Et puis aussi, nous voyons le journal Justice. Oui. Voilà, c'est à l'antenne là, Macron-Le Maire. Ouais. Macron / Le Maire quand même. Hein. Parce que si on lit simplement Macron-Le Maire, on peut croire certaines choses. Oui. Ok. Tout à fait. Très bien. On en parle tout à l'heure. Bonsoir, comment ça va Charles? Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Hein, très bien, Mano, sur le merci. Plateau. Oui, tout à fait. Ben, écoute, ça va, très content d'être là avec vous. En tant que chroniqueur, ça me permet de participer un petit peu au débat. Mais c'est vrai que le rôle d'animateur, il est très intéressant aussi. Donc, merci pour ces chances que tu me donnes de pouvoir... Mais je t'en prie. La semaine dernière, j'ai senti que tu avais peut-être des traits tirés en certains moments, c'était chaud, tout ça. Je me suis dit, ah là 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 là. Non. Finalement, hein, je fais des misères à Charles. Non, absolument pas. En fait, parfois, il y a des arguments qui sont développés, et comme j'ai un devoir de réserve dans ma posture de chroniqueur, je ne peux pas non plus vouloir orienter les débats, et je laisse d'ailleurs, et je vais reconnaître quelque chose, je laisse les chroniqueurs s'exprimer, et d'ailleurs, souvent, ils sont très objectifs, et les arguments se tiennent. Alors, comme on dit, on n'a pas tous obligatoirement les mêmes points de vue, mais à partir du moment où ils sont charpentés et argumentés, on peut toujours s'entendre et passer de bons moments conviviaux. C'est surtout ça qui est important. L'ambiance est importante. Et j'apprécie aussi le décompte. Ah oui. C'est important pour distribuer la parole. Maintenant, il y a un décompte. Oui, je décompte. Alors, si tu veux, je peux... Mais je t'en prie, ça te va si bien. Voilà. Mais je vais m'atteler à la tâche. Voilà, et je note, absolument. Très bien, merci beaucoup Charles. Bonsoir Béatrice, ça va bien? Bonsoir Mano, bonsoir aux chroniqueurs, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Je me remets tout doucement à base d'atoumo, de citronnelle et de repos. En tout cas, j'essaye d'une petite grippe et de crise allergique, parce que vous avez vu que tu es la gourmandaise. Oui, donc c'est pour ça que j'ai été... été... Tu parles d'atoumo, de certaines choses. Il manque un ingrédient dans ce que tu dis là. C'est quoi? Le rhum. Non, ça c'est trop fort pour moi. Non, je rigole, je fais des petits grogs quand même. Ah bon, mais quand oui, même. non, mais bon, j'évite d'en abuser. Voilà. Et juste quand même, parce que ça ne fait pas partie de nos sujets en termes d'actualité, je voulais saluer, parce qu'on a eu de longs débats là-dessus, je voulais saluer l'avancée qu'il y a eu en Haïti avec la mise en place d'un conseil présidentiel où les membres ont été désignés par les principaux partis représentés en Haïti, désignés par un gouvernement dont on sait qu'il était démissionnaire, mais en tout cas il y a eu un décret qui est sorti, on leur souhaite... beaucoup de courage, de la bonne volonté, de l'entente pour réussir à remettre Haïti en ordre de marche, à sécuriser les personnes et à faire que enfin cette première démocratie de la Caraïbe puisse trouver le chemin de la réussite. Manu, oui, si je peux. Je vais aussi intervenir pour un petit point d'actualité. Les présidents Serge Yacine et Lucien Salibé ont reçu des menaces de mort. Et je ne comprends pas, mais vraiment, on peut ne pas avoir les mêmes opinions, mais je ne comprends pas ce genre d'excès. Vous vous rendez-vous compte? Ils sont en train d'exercer une mission difficile, dans un contexte difficile, avec les moyens qui sont ceux qu'ils sont. Et puis, ils ont reçu des menaces de mort. Donc,
je voulais témoigner de ma solidarité, de notre solidarité, j'imagine, dans la mesure où ce ne sont pas des moyens démocratiques, d'expression démocratique. Et ça ne fait pas avancer le débat. Et dans un pays qui se dit démocratique, eh bien, ce sont des arguments qui ne sont pas admissibles. Et j'espère que la justice fera la lumière sur ce genre d'attitude-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Très bien, merci Charles. Bébé, tu as mis ta rose, c'est pour recevoir le monsieur là du Sénat, le sénateur socialiste qui est en Martinique, c'est ça? Non, c'était pour vous ce soir. Ah, Je les ai. oh là là. Il y a en effet une délégation de sénateurs présente en Martinique qui ont pour objectif d'écrire un livre blanc autour des problématiques majeures que nous pouvons rencontrer, donc la problématique du chlordécone, la problématique aussi de l'octroi de mer, la problématique de la cherté de prix, la problématique de l'eau. Ils sont venus en toute discrétion parce que l'objectif c'était pas de faire une pub sur leur venue, mais bien de prendre le temps de travailler. Il y a aussi la question culturelle avec une vice-présidente du Sénat qui est très intéressée par les questions culturelles, qui d'ailleurs s'est fait fort avant de partir de visiter la bibliothèque Schellcher et qui pense que l'État ne consacre pas suffisamment d'argent à aider les collectivités à maintenir le patrimoine historique. Et donc, ils vont faire des propositions sur cela. On va les y aider, évidemment, parce qu'on a aussi notre regard et notre point de vue. Et j'ai été ravie de voir donc Patrick Caner, notamment, Florence Blatrix, que je salue grandement. Voilà. Et les autres. Est-ce que cette présence à la Martinique laisse entendre que tu seras une meilleure place sur la liste européenne? Pas obligatoirement. Mais ce serait intéressant. Oui, mais c'est pas l'objectif. Voilà, c'était vraiment un objectif de travail, une visite de travail. Tout à l'heure, on était en train d'en parler avec Fred. C'est vrai que c'est une élection particulière parce qu'elle fait pas obligatoirement l'actualité. La campagne a commencé, mais ici personne n'en parle. Et pourtant, il y aura des choses à dire et voilà, il faut commencer la campagne. Je vais bientôt la commencer, au moins pour sensibiliser les Martiniquaises et les Martiniquais au fait que on a beau avoir des avis sur les institutions, on va parler tout à l'heure de la CTM, on a beau avoir des avis sur les institutions, ce sont des institutions publiques qui ont vocation à servir les populations, et tant qu'elles existent, il faut les considérer comme telles et les utiliser et espérer qu'elles soient utilisées comme telles. Voilà. Donc tu vas, pendant un certain temps, quitter le plateau? Je crois pas. Non, pas pour c'est pas l'instant. la peine. Non, il y a la période officielle de campagne est relativement courte, puisque c'est fin mai. Donc peut-être que fin mai, notre pays ouais, mais pas avant. D'accord. Mais ben, nous pas même dire l'équilibre. Si vous voulez nous écouter, nous regarder. On Mais, va même dire qu'il a c'est la patronne l'équilibre. la patronne des socialistes. Alors, Non, mais c'est sur la liste des socialistes, raison, conduite par Raphaël Glucksmann. Voilà, D'accord, la liste socialiste. tout à fait. Vous n'avez pas travaillé avec... Socialiste, place publique. D'accord, très Conduite bien. par Raphaël Tu as raison, Glucksmann. tu as raison. C'est bien, merci Fred. Alors, oui, pour l'information. Avant d'entrer... Oui, C'est une pardon. fusion quand même entre place publique et les socialistes. C'est ce que je viens de dire. Ah oui, d'accord. Alors, pendant qu'on est sur ça, avant d'entamer le budget, pendant que tu étais en France, le Parti communiste n'a pas proposé une place? Bon, je peux le dire maintenant. Le Parti communiste, effectivement, a proposé une place à tous les partis communistes d'outre-mer, puisqu'il veut que les outre-mer soient concernés par cette élection. Et moi, j'ai refusé parce que, bon, je pense que j'ai déjà donné. Donc, il y a un autre camarade qui a été désigné par le parti, on peut le dire, c'est le camarade Max Luteres, qui va représenter... il est en 25e position. Éligible ou pas? Non. On sait jamais. Le problème, je te réponds, le problème, c'est précisément de porter, de défendre les intérêts de la Martinique et de faire parler dans notre pays. Okay. C'est ça l'objectif. En tout cas, pour nous, au Parti communiste martiniquais, c'est que il faut, je pense simplement, puisqu'il y a des sénateurs qui viennent nous dire ce que nous devons faire pour l'octroi de mer,
Eh bien, nous voulons dire nous-mêmes ce que nous pensons de l'octroi de mer. Les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises, ce sont les Exactement, Martiniquais. les meilleurs. Tu es en train de citer Pierre Aliquer. Pierre Aliquer. Pierre Aliquer, Ouais. effectivement, ça n'a pas changé. Hein, depuis 1960, c'est ce que nous disons sans discontinuer. Très bien. Là encore, excusez-moi, Mano. Oui. On va dire, Michel même, on va comprendre ça qui arrive jeudi. On Parti va même communiste, dire mais qui c'est le monde Parti qui a communiste. une liste là. Mais non, mais parce que comme la NUPES cassée, à présent, chaque monde a une liste. Il faut quand même dire les Martiniquais, parce que moi, j'espère que. Alors, la tête de liste, Voilà. la Qui tête monte de qui liste, c'est qui? Alors, la tête de liste est un jeune communiste qui s'appelle Desfontaines, qui mène la liste en tandem avec Fabien Roussel. Voilà. Il D'accord. faut faire Non, campagne. c'est- non, c'est Parce rien. que vous, ça, on va dire bien, parce que, pas oublier, l'octroi de mer, les 40%, taxes sur l'essence, les fonds européens, les alcools, tout ça, ça a concerné l'Europe. Donc, peut-être que nous, Martiniquais, à un moment donné, il faut nous consacrer le temps pour la politique européenne et que surtout, nous aller voter, que nous pas Oui, faire. c'est surtout Parce ça. qu'il n'est qu'on le même, qui a dit qu'il est géré le pays, il est géré les fonds européens, mais il a dit qu'il n'a pas intéressé quoi aux élections européennes. Pour moi, là, il y a une contradiction. Alors, là, quand j'ai été candidat, je te permets, quand j'ai été candidat à la dernière élection, en 2019, il y a eu un comité de soutien. J'ai quand même eu le soutien d'un certain nombre d'élus du MIM, hein, qui ont soutenu ma candidature. Parfait. Bon, on a obtenu 1500 voix. Bon, c'était un moyen. Mais ça nous a surtout permis D'abord, il faut dire les choses. Ça nous a permis de faire comprendre aux communistes français les problèmes spécifiques qui ne sont pas nécessairement connus de l'outre-mer, de ce qu'on appelle les RUP, les régions ultra-périphériques. Bon, ça nous a permis de sensibiliser. Les autres listes ont été obligées de mettre dans leur programme des considérations concernant l'outre-mer. Et bon, finalement, il y a un élu qui a pu être de MODEM, qui a pu être élu député, c'est M. Max Orville, qui a pu être élu député parce que quelqu'un de sa liste s'est désisté. Voilà. Bon, donc, mais la question de fond, pour une fois, je suis d'accord avec mon ami Ordino, la question de fond, c'est que beaucoup de questions qui concernent la vie quotidienne des Martiniquais, Ben oui. bon, on parle en ce moment du contrôle technique des motos. Oui. Son côté, ça sorti en directive européenne, transcrite en droit français. D'accord. Bon, Alors, par exemple, je voulais demander à Charles pour PPM, comment ça se passe pour les européennes? Est-ce qu'il y a quelqu'un du PPM sur une liste? Nous allons. Alors, je t'avoue que je ne me suis pas posé la question, mais nous allons. Avant que tu dises des bêtises, Oui. monsieur le président de la CTM est membre du comité de soutien de Raphaël Glucksmann. Ah ben. membre du comité De Raphaël Soutien. Glucksmann. Non, mais je t'avoue que je ne me suis pas. Donc, des posé la socialistes. question, Eh ouais. ben, oui. Voilà. Mais il allait le dire. Pourquoi tu lui dis ça? Il Non, savait non, que- non, qu'il non, allait le dire. on ne sait jamais. Oui, tout à fait. Bien, alors, toujours avant de passer au budget, je voulais vous demander votre avis rapidement sur le couvre-feu à 20h à Pointe-à-Pitre, décrété par le ministre de l'Intérieur, qui a été invité en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent un petit peu partout sur la France, mais là, apparemment, il y a un couvre-feu à 20h à Pointe-à-Pitre pour les mineurs. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est assez récent. Hein. Que hier. Je peux commencer. Hein, bon, quand on est au Parentis, quand il y a les manifestations du lundi du Parentis, ou alors quand on est au comité national, parfois ça nous arrive de sortir en temps. Un jour, je suis sorti de là à 22h30 ou 45, et puis on a conciliabulé devant le siège, et en prenant ma voiture, il était 11h10. Je suis descendu. Donc je garde la voiture à côté de l'église de Thierry-Saint-Ville, et je repars pour prendre la rocade, et je vois
un petit garçon, bon, il avait à peine 10 ans, à bus tenu, à bicyclette, qui passe devant moi. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? Il s'est arrêté, il m'a dit, ça passe à faire, il m'a injurié. C'est sûr qu'il t'a dit ça? Comme ça? Ça, je te promets, ça passe à Ça faire. aurait pu être pire. Alors, parce que. Ça passe à faire. Je pense qu'il avait 10, 11 ans. Ouais. Il a peut-être dit quelque Oui. chose qui se termine Depuis par maman. Fleury. Mais il Il m'a injurié, il m'a injurié. Il a dit après. Il m'a injurié, hein, il m'a injurié. Mais il était seul. Alors bon, j'imagine que c'était un petit garçon du quartier. Mais alors, bon, le couvre-feu, en fait, c'est. Je ne veux pas m'immiscer dans la vie des personnes, mais bon, on fait des enfants quand on veut, mais des enfants qui ne sont pas encore structurés, qui font des enfants, eh bien, ça donne un manque d'autorité. L'autorité, sans vouloir être docteur, enfin, sans vouloir donner de leçons à quiconque, hein, l'autorité, c'est celui qui autorise. Et puis l'autorité, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît comme étant bon pour soi et pour les autres, parce que ça permet d'améliorer le fonctionnement des choses. C'est ça l'autorité. Quand on n'a pas la conscience d'avoir l'autorité sur quelqu'un, forcément, en l'aimant, on pense le gratifier en lui donnant de la liberté. Je veux dire, il y a des parents qui offrent une moto à leurs enfants, alors que l'enfant n'a jamais appris à monter à moto. Mais l'enfant veut d'une moto, je te donne une moto parce que je t'aime. Et puis quand ta catastrophe survient, tout le monde est éploré. C'est pas ça, aimer. Hein. Ouais, très bien. Si ça voulait dire quelque chose Oui, rapidement. peut-être Oui. que. Oui, parce que c'est monsieur le maire, hein, Harry Durimel, Oui. écologiste, qui dit en moi qu'il est démissionné de la mairie de Pointe-à-Pitre. M'entend audio, hein, Tout à fait. parce qu'il débordait devant violence là. Parce que nous avons dit tout le monde en manière claire ici à la Zouk TV. On a deux gangs criminels, Guadeloupe, section criminelle et puis Chien-Larry, qui nient des connexions à présent, et puis la France, hein, attention, ils étaient organisés, et c'est des véritables mafias. Et ces mafias-là, les mafias locales-là, qui ont recruté jeunes d'Imamay pour trafic de drogue, pour trafic d'armes, pour toute bagaille. Et en mois de mars, là, ni en Moungimor, et Pointe-à-Pitre, homicide, et puis, dit, ni deux touristes qui ont agressé, ben, là, tourné en boucle dans les télévisions françaises, et c'est très mauvais pour l'activité touristique et puis pour l'image de la Guadeloupe. Le bateau Donc, de croisière Virgin a d'ailleurs annulé ses rotations sur la Guadeloupe. voilà, Ah ouais? vous dites ça. Oui, Ça, je le savais. Ça, je sais Oui. pas. pour des Sur questions. 160 Voilà. qui étaient prévus, il n'y en a eu que 4 de fait et ils ont dû annuler le reste. Ils ont annulé le reste par toutes ces incivilités-là. Les touristes se sont plaints. Ils ont fait passer à leurs clients et les clients ont voté pour dire quelle est la plus mauvaise escale en fait. Ah là Et là. ils ont arrêté Virgin. Ok. Donc il y avait un problème de violence dans la Caraïbe, pas seulement dans la Caraïbe. Hélas, il faut nous regarder comment nous régler le problème dans la Caraïbe. Et M. Darmanin, dans le cadre des mesures qui Mais c'est votaient... pas Guadeloupe seulement, nous n'y nous ici. Bien aussi, sûr, hein. non, mais c'est ça. Là, pour le moment, nous n'avons pas Oui, dit nous n'avons pas dit ouais. couvre-feu, parce que heureusement, couvre-feu a beaucoup arrivé en France. Et je souhaité que nous ne pas arriver là, parce que ça désastreux pour l'image de Pointe-à-Pitre. On ne dit pas les bateaux de croisière, mais on attendre des bagailles aussi concernant réservation touristique, etc. Bien sûr. Il y a un bruit qui a couru, donc je ne vais pas les raconter n'importe qui ça. Je vais attendre que yo ban moins ces vrais chiffres-là, mais du point de vue de l'image, ça n'est pas bon. Et ce qu'il faut dire, c'est que couvre-feu là, je vais espérer qu'il porte des résultats pour peu que petit mineur qui pas aller menacer les gens, braquer les gens, et pour créer des ordres et puis violence dans la Guadeloupe. C'est un bagage vraiment qu'il faut prendre au sérieux. Et puis le trafic de drogue là, et puis le trafic d'armes là. Vous savez aussi que les différents procureurs de Guyane, Martinique, Guadeloupe créent en coordination pour échanger des informations sur les crimes et les délits commis, les différents trafics, pour voir comment il y a plus d'intervention des forces de police. Et ça m'a regretté, m'a dit ça aussi, c'est que nous, ni des députés qui ont des convictions, il y a tout là qui a voté contre ces mesures gouvernementales-là, qui a proposé d'augmenter les moyens de la police et de la justice. Hélas. Bien. C'est bon, on peut passer à un Non, autre mais sujet, non, Michel. non, je ne peux pas laisser dire ça quand même. Les députés, en tout cas, les députés du groupe GDR sont parfaitement conscients que la sécurité fait partie des fonctions régaliennes de l'État. Par conséquent, certes,
les collectivités, les maires ont un rôle dans la tranquillité publique, ce qu'on appelle la rentrée. Mais c'est l'État d'abord qui doit assumer ses responsabilités. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que peut-être que cette mesure extrême a été prise parce qu'on a laissé les choses dériver depuis de nombreuses années, à la fois en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Bon, parce que ce qui se passe en Guadeloupe peut se passer en Martinique. Hein. Bon. Bien sûr. Bon, Bien sûr. faut pas se leurrer. Ok. Alors, un dernier petit sujet avant le budget. Mais Ah, moi, pardon, j'ai demandé, tu n'avais rien dit. Non, mais Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Juste dire. Donc ça fait partie quand même des mesures qui peuvent être prises dans le cadre des fameuses opérations Place Net, exact. du ministre Darmanin. Comme c'est Mayotte, Oui, en ce moment. exact. Mais même en France, Marseille. hexagonale, à Marseille et dans d'autres villes. Alors, il y a quand même eu une montée, pas de bouclier, mais un certain nombre de réserves portées par des élus, de la majorité comme de l'opposition, pour dire le gros problème aujourd'hui sur Pointe-à-Pitre, c'est pas obligatoirement, Fred a parlé des gangs, c'est pas obligatoirement les mineurs. C'est un pas. Pour éviter peut-être de mélanger s'il y a des opérations de plus grande envergure, d'avoir l'émoi de blessés qui seraient mineurs. Mais la réalité, c'est que quand même, l'essentiel des gangs et l'essentiel des arrestations qui se sont faites ces derniers temps sur Pointe-à-Pitre sont également le fait de majeurs. Bon, je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser la com qui est menée. Moi, je suis un peu déçue de cette communication et j'ai entendu un ancien procureur parler et qui disait, vous savez, si on veut vraiment s'attaquer à la question de la délinquance, due notamment au trafic humain, au trafic de drogue, il va falloir commencer à suivre l'argent. Alors, on ne peut pas passer notre temps à lire que les Outre-mer sont parmi les pays les plus corrompus, les plus violents, où il y a le plus de flux et tout ça, et ne pas entendre les enquêtes et ne pas entendre ni que les enquêtes, ni des résultats d'enquête. La réalité aussi, c'est qu'on a beau mettre des policiers sur le terrain, il faut aussi des policiers d'enquête. Et il y a de moins en moins d'enquêteurs financiers notamment. Ah oui. Ok ? De moins en moins de juges financiers mis à disposition de la lutte contre la criminalité. Bon, alors moi, c'est très bien de mettre en place des mesures, mais mettez-nous des enquêteurs financiers, puisqu'on sait qu'on est des plaques tournantes, suivez l'argent, et on va découvrir qui met pièces, qui en Guadeloupe, qui en Martinique, parce qu'on voit les petits courir, qu'en Guyane, on voit les petits courir, mais derrière les petits, il y a des gros. Bien. Et pas des petits, des gros. Voilà. Ok, alors un tout petit sujet encore avant de passer au budget. C'est sur la loi Letchimy, parce qu'il y a des problèmes sur la répartition, enfin, le vol des terres, on va dire ça comme ça, ici à la Martinique. C'est ainsi, ça fait la une, l'affaire Pinto. Hein, ça passe en jugement le 23, la semaine prochaine. Et la loi Letchimy a été allongée de 10 ans, me semble-t-il, pour permettre de faciliter ce genre de choses. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. C'est une bonne chose ou pas? Oui, bien sûr. Ça paraît une bonne chose. Oui, alors c'est une bonne chose et en même temps, il y a voilà, une mesure qui est assez particulière, qui est à l'inverse de ce que l'on demande, qui a été la réduction de la période de prescription acquisitive. C'est-à-dire que normalement, il fallait 30 ans pour dire j'occupe paisiblement un terrain, une maison, un bien, nanana. Et donc j'en ai la jouissance, c'est pas vraiment la propriété, mais donc j'en ai la jouissance officielle. Et la réduction de 30 à 10 ans risque chez nous de poser de nouveaux problèmes. Et notamment pourquoi ? Parce que contrairement, alors on a dit le vol des terres, mais enfin il y a aussi des fois la prescription acquisitive est menée pour régler des affaires d'occupation qui n'ont pas été réglées par les parents.
on en a parlé parfois, qu'a dit mais non mais qui ça au café ou Kamaye, ah ben ok bon mis bout de tête à fait caillou, il y a des choses qui se sont réglées comme ça chez nous. Bon, qui n'ont pas été réglées par le fait de l'héritage, mais tout le monde a accepté qu'un tel avait son petit lopin de terre là, sur des terrains familiaux. Et mine de rien, pardon, tout en sachant que celui qui construit sur un morceau de terrain et qui n'est pas propriétaire de ce terrain, si on veut l'évacuer du terrain, il perd sa maison. Alors, le truc, c'est ce que je dis, c'est que des fois, à l'intérieur des familles, par exemple, quand il y a eu des opérations d'amélioration de l'habitat ou d'autres choses, on a demandé aux gens de fournir leur acte de propriété. Et même s'ils étaient là depuis 30 ou 40 ans, ils n'avaient pas d'acte de propriété parce que même si ça, voilà, et ça posait pas de conflit dans la famille, mais du coup, la prescription acquisitive peut également servir à formaliser l'occupation dans la famille sans qu'il y ait de conflit d'un certain nombre de terres. Mais les 10 ans, moi je dis attention à cette période de 10 ans au lieu des 30 ans. Oui, ouais, on est Martinique première, une très bonne émission. Hier soir. Qui tenait, non, on va savoir, la semaine passée, c'était Maître Marceline, présidente de la Sopama, tenait un de monde, ouais. Le maire du Diamant. Qui traitait, mais Diamant, voilà. Qui abordait un des sujets de fond qu'on nous a fait ici, d'ailleurs, et notamment sur la question du titre commun, le groupement d'intérêt public qui présidé par Maître Marceline. Le GIP, c'est ça? Oui. Voilà, Okay. Le GIP titre. Donc, qui a accompagné les familles martiniquaises dans le processus de titre commun, c'est-à-dire Puyo-Pesani, titre. Et c'est un bagage qui est très positif. Et je espère qu'il y a assez de moyens financiers, puis assez de monde. Parce que le problème, c'est que. Maintenant, il y a 80 dossiers, je espère qu'il y a plus que 80 dossiers, qu'il y a au moins 800 pour venir, pour moi, la consacrer. Parce que probablement, il d'abord Martiniquais. C'est des désaccords qui n'y entre familles martiniquaises qui fait qu'il y a l'autre désordre là. Donc, si nous, Martiniquais, nous pouvons déjà entendre dans les frères, cousins, cousines, ma tante, tout le monde, pour nous voir comment nous avons séparé terre ou bien, qu'il y a beaucoup moins de problèmes. Il y a un deuxième aspect positif, et là, nous parlons de ça la dernière fois aussi, ni plainte qui partit contre mais cette plus là, ni des bagailles. Bon, tout ça pour moi, ça c'est, regardez ça comme on a pensé, ça c'est conflit inutile entre nous. On va répéter ça. 3 avocats, c'est mon nom qui concerne. Mettez quoi ça d'accord pour comment soit qu'à annuler le permis de construire la zone délivrée, puisque mettre terre à une titre propriété. Et surtout que les maires de Martinique, quand ils voient qu'il y a un grand chantier, c'est d'organiser les services d'urbanisme. Et là, au lieu de nous aller chercher d'autres compétences, vaut mieux peut-être nous commencer à consacrer nous pour les services d'urbanisme correctement équipés, non seulement monde, mais aussi machines, pour permettre la commune de délivrer en toute certitude des permis de construire qui, là, maintenant, en forte diminution. C'est inquiétant parce qu'on est pour l'année 2024 en forte diminution des demandes de permis de construire. Sur ça, Michel, le mot? Bon, je partage le point de vue que sur cette question, j'ai entendu une proposition qui ressemble à celle que nous avons formée ici, il y a déjà plus de 2 mois, que je suis parti. C'est mettre... je m'excuse de ne pas pouvoir donner son nom, c'est la présidente du barreau des avocats, Muriel qui a été Renard interrogée hier. Hein? Muriel Renard-Legrand. Voilà, elle a annoncé pour le mois de juin, je crois, une réunion avec les notaires, les avocats, enfin tous ceux qui interviennent dans cette affaire, pour mettre à plat le problème. Parce que je crois qu'il y a des aspects juridiques, il y a des aspects aussi sur la parentalité. C'est ce que m'a dit d'ailleurs, Daniel Marceline, qu'elle a découvert. Il y a des aspects sur l'histoire du patrimoine depuis la période de l'esclavage. Donc il y a toute une série d'éléments qui sont à la fois juridiques, économiques, sociologiques, de la parenté, des rapports à l'intérieur des familles. Il faut que, effectivement, c'est un problème martiniquais. Il faut d'abord, avant de se tourner éventuellement vers le Parlement pour légiférer, peut-être qu'il faudra
faire des addendums à la loi Letchimy. Peut-être qu'il faudra la compléter. Peut-être qu'à l'issue de cette consultation. Mais c'est ça le problème. Bon, par conséquent, bon, ceci dit, bon, moi je pense qu'il faut pas mettre, parce que je n'ai pas exprimé, il faut libérer Hervé Peto. Il faut arrêter d'agiter, de provoquer les gens. Hein. Il faut libérer Pinto et passer à une phase de construction. Il faut arrêter de brûler les bus aussi. Hein, et puis Ouais. mettez des autres. Il Alors, faut arrêter ça aussi. Alors, Charles, Non, je rejoins ce qui a été dit. En fait, la baisse du nombre de permis de construire délivrés, c'est surtout par rapport à la conjoncture internationale et puis à la hausse des taux d'intérêt. Hein. Et des prix du matériau. Et puis, prix de inflation généralisée, taux d'intérêt, prix de matériaux. Ce fut un temps, c'était 1,7, 1,8 hein, pour acheter. Aujourd'hui, c'est 4,5, 3, 3,5, 4, 4,2. Et donc, ça augmente les frais financiers, le remboursement du coût de l'emprunt. Mais le taux d'intérêt est supérieur au taux de l'inflation en Martinique. Voilà. C'est peut-être aussi un problème d'attractivité, Charles, parce que vous savez que ni de Martiniquais qui continuent à acheter Caillan en français, et que, en tout moins seulement, on a constaté dans le monde qu'on connaît, y compris en famille. Moi, là, on a dit, est-ce qu'on va vivre? Il a dit, mais non, parce que moi, acheter en Caillan en France, c'est juste là, ni idée à faire, ni problème de taux d'intérêt, mais surtout, il y a l'homme qui a supprimé le gouvernement, fini de tirer la loi Pinel là, mais ni yon de Martiniquais, c'est une loi qui permet tout sans forme de défiscalisation. Quoi. Bon, qui permet de payer moins son impôt, là on a investi dans un cahier. Donc, ni ça aussi, il faut qu'on y entende. on laisse Charles terminer, puis après on passe au budget. Oui, et puis donc, cette histoire de taux d'intérêt-là, c'est quasiment, le remboursement, c'est quasiment la moitié de la somme empruntée. Enfin, ça commence à faire. Tu empruntes 1 million, tu rembourses 1,5 million au bout de 30 ans. Ça fait réfléchir. Hein. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bon, mais très bien. Juste pour dire, il y a plein de gens qui, il y a moins de 10 ans ou il y a 10 ans, étaient à ces taux-là. Hein. Les gens ont renégocié parce que la conjoncture a été meilleure. Mais c'est que c'est tout qui augmente, c'est pas seulement les taux. Je crois pas que les taux là soient de nature à justifier qu'il y ait un arrêt. C'est qu'une maison qui aussi, oui, mais il faut pas qu'on se fixe sur les 1%, Fred. Les 1%, c'est exceptionnel. Ça faisait 30 ans que c'était pas arrivé. Lorsque il y a la génération qui a fait des prêts en fin des années 90, début des années 2000, c'était plutôt 7-8% que ça n'était 4% ou 2%. Donc, il y a une réalité aussi, c'est le prix du béton, et on aura le temps de parler de la profitation qu'il y a aussi sur le prix des matériaux en Martinique. Donc, l'attractivité, je veux bien, mais c'est normal, parce qu'il n'y a pas si longtemps de maison qu'on vous facturait en construction à 200 000, aujourd'hui, elle est à 350 000. Alors, je veux bien qu'il y ait de l'inflation, mais enfin, 150 000 euros de l'inflation sur des murs, faut quand même, à un moment, arrêter. Voilà. Bien. Alors, nous allons parler du budget. On commence par qui? Avec le budget. C'est un gros morceau, mais oui, Charles. Ben oui, je peux commencer en présentant les arguments que j'ai notés, que j'ai glanés à gauche et à droite, et puis les chroniqueurs vont argumenter à leur tour. Alors, est-ce que ce budget est supérieur au budget de l'année dernière? Non. D'accord, Mais- on a déjà une réponse claire. On a perdu combien d'argent, combien de millions? 160 millions. 160 millions. Mais- Ben voilà. On avance. Ah ben commencez. Alors, Ouais. je les laisse commencer, je vais C'est répondre. Oui, ça sera Non. plus évident. Non, la réalité, c'est que ou bien le budget de 2023 avait été surestimé, bon, mais comme on n'a pas présenté le compte administratif, je serais très curieux de savoir dans quelle proportion le budget primitif 2023, c'est-à-dire les prévisions, Explique ce que c'est le compte alors administratif. voilà, il faut quand même expliquer. Ce dont nous discutons là maintenant, c'est les prévisions de budget en recettes et en dépenses qu'a présenté l'ordonnateur, c'est-à-dire le président du conseil exécutif, qui est l'ordonnateur. C'est lui qui est responsable. Bon. Pour l'année 2024. Bon. Mais il n'a pas présenté, il attend, mois de juin peut-être, il n'a pas présenté
l'exécution du budget primitif 2023. Qui est le compte administratif. Et qui est le compte administratif. Voilà. Bon. Donc, ce budget était de plus de 1,7 milliard. Bon. Aujourd'hui, le budget est de 1,4 milliard. Bon. Par conséquent, c'est ça à l'état brut. Bon. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est que dans la présentation que fait l'ordinateur, il dit, voilà, eh bien, nos recettes diminuent. Bon, les recettes diminuent, les recettes en particulier, les dotations de l'État, n'est-ce pas, diminuent. Bon. Et enfin, l'emprunt qui servait à alimenter les investissements de 2023, l'emprunt diminue de 37%. Bon, autrement dit, pourquoi? Parce que quand tu empruntes, eh bien, il faut rembourser. Alors, il y a deux chiffres que nous surveillons. C'est le remboursement du capital qui se retrouve dans les dépenses d'investissement. Okay? Et puis, il y a le remboursement des intérêts que tu dois payer. Et c'est là qu'intervient l'augmentation des taux d'intérêt que tu retrouves dans le budget de fonctionnement. Bon. Or, la dette a dépassé le milliard d'euros. Pas tout à fait. Pas encore. Bon. Pas très loin peut-être. Alors, voilà ce qu'on peut dire en présentation. Il faut nous essayer être assez simple, parce que c'est un sujet assez technique, difficile. Et bon, moi-même, j'ai essayé de faire un effort, comment on peut, pour simplifier. Un budget, c'est un acte de prévision. Hein? C'est-à-dire que l'Assemblée de Martinique, qui a voté un document qui a autorisé le président du conseil exécutif là à faire dépenses. Donc c'est un acte technique d'autorisation budgétaire. Mais c'est aussi un acte politique. C'est-à-dire que le président et puis la majorité qui a traduit politiquement par des chiffres. Et il a dit, j'otez du moins en programme, mais c'est ça qu'on a fait, mais c'est ça qui est priorité. Mais c'est intéressant, peut-être nous que vivons un débat, l'acte politique, ça peut être un acte politique partagé. Moi, par exemple, je n'ai pas jamais voté dans notamment des affaires politiques. Il y a de même assemblée, et puis Michel. Alors, pourquoi, et puis ces jeunes-là. Et ça qui était fait, c'est que moi, j'ai toujours voté contre ce budget, parce que je n'ai pas partagé politique là. Parce que lorsqu'on a voté budget en acte politique, on a un signal aussi, c'est qu'on a partagé un certain nombre de bagages. Et encore là, il faut y passer au grand jour. C'est l'acte politique le majeur même d'une assemblée. Donc, là, on est un groupe de l'opposition qui a voté budget majoritaire. Pour moi, il faut y faire ça devant grand jour. Ce n'est pas passer à corps pas d'ailleurs. Sous voter, c'est qu'on va penser qu'il y a un avantage pour le groupe, mais ça peut aller très loin, puisque dans le système noir, le président du conseil exécutif peut faire l'ouverture. Il peut décider, il y a 2 membres majorité qui ont sorti en dedans conseil exécutif là, et puis il a fait 2 membres de l'opposition monter pour faire une ouverture. Ça, système noir qui permet que ça fait. Donc, je dis, là, tout le monde a observé la politique martinique. Lorsqu'on prend responsabilité d'y voter un budget, ou qu'on prend un engagement politique. Ce n'est pas simplement une autorisation de dépenses. Et bon. Alors, quand tu dis ça, est-ce que tu peux nous donner un nom de quelqu'un qui risque de monter au conseil exécutif? Non, mais vous savez pas bouquiner la langue de bois. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a un bouc qui change de bord. Non, c'est-à-dire que ça peut possible, mais lâchez les noms là. Ça peut possible, mais comme on dit, faut dire ça. La Martinique ensemble qui votait le budget, ils votaient. Donc, ça peut possible que demain matin, président du conseil exécutif là, qui a créé 2 membres de Martinique ensemble pour dire, faire une proposition. Ma proposition qui a accepté. Pour dire, comme ça, voter, pour moi élargir la majorité, je dis, venir participer à la gestion du collectivité. Ça qui existe en France, c'est ça qui a créé l'ouverture et loi dans laquelle nous y a, qui permet que ça fait. Donc,
ça, on va soumettre en débat, en question que les Martiniquais qui est tranché, Ok. et les partis politiques. Mais ça, Michel Kadia, fondamental, c'est, et c'est là nous d'accord, nous n'y avons des désaccords, mais nous d'accord. On a deux bagailles, même Charles qui a parlé tout à l'heure, c'est le budget de la rectification. Chéri, tu m'avais tant promis. Et les promesses là, nous croyons qu'il n'y a pas possible. Donc, budget 2023, c'est un budget qui était affiché 1,7 milliard. Il faut qu'on fasse en marche arrière pour passer à 1,5 milliard. Mais surtout, ce qui est dangereux, c'est que les dépenses d'investissement, l'argent qui est fait pour faire la route, pour faire bâtiment, pour investir, pour créer activité, commande publique pour entreprise, il a baissé de près de 225 millions d'euros. Eh ouais. Dernier chiffre là, pour d'autres monde parler, c'est que Michel dit ça, d'être là capitaine à fin 2024 environ 997 millions d'euros, d'après calcul, presque 1 milliard. Mais surtout, l'argent qu'on a payé banque là, chaque année, pour rembourser banque là, alors on fait un prêt maintenant. Ça fait prendre l'avion. On a remboursé banque là, mais banque là a demandé le capital plus les intérêts. Bien sûr. Ça a fait 106 millions d'euros par an. Ça n'a pas jamais fait Martinique. Eh oui. Et donc là, collectivité a arrivé à trouver qu'il devant un mur de dette. Et je pense qu'il faut prendre des mesures rapidement pour rectifier la trajectoire. Alors, Charles, est-ce que c'est... Vas-y. Bon, Béatrice, c'est Oui. un peu importe, puisque vous allez parler tous les deux, mais Oui. est-ce que ça ne vient pas aussi, ou Fred, peut-être pour terminer son propos, du fait que l'État a réduit le nombre d'argent qu'on donnait à la collectivité? Et- Charles répond. Il y a énormément de choses à dire. Hein. Donc, Fred parle de rectification, budget de rectification. Moi, je dis que on peut avoir été optimiste. Et puis, on est rattrapé par La réalité. une conjoncture qui est différente. J'ai travaillé un petit peu, très rapidement. Hein, d'ailleurs, je vais me chronométrer parce que je te donne 4 minutes 30. Donc, je peux me donner 4 minutes 30 aussi. Très rapidement. Il y a le climat des incertitudes, les tensions géopolitiques. Vous allez dire que ça dure depuis 2 ans. Hein. Bon, c'est en train de s'aggraver. Ça a été doublé par Gaza. Le ralentissement de la croissance. Aujourd'hui, alors que les chiffres permettaient d'espérer 1,5, aujourd'hui, on est plus à 0,5 qu'autre chose. La poussée d'inflation. Béatrice parlait tout à l'heure des coûts de matériaux et construire un pont, ça pouvait valoir 18 millions d'euros aujourd'hui. Eh bien, il faut multiplier par 1,5, c'est-à-dire 30 millions d'euros. Le durcissement des conditions d'octroi de prêts. Hein, aujourd'hui, y compris pour les collectivités, les choses sont beaucoup plus difficiles. Et puis, l'État en lui-même, qui aujourd'hui a une dette de 3010 ou 3012 milliards, je sais que Fred regarde ça tous les matins, ce qui représente 44 000 euros de dette par tête d'habitant. 44 000 euros, y compris les bébés et les personnes très âgées. 44 000 euros par tête. Donc, l'État n'a pas les moyens. Quand on parle de budget, alors j'entends bien hein, la CTM. La CTM fait les gros investissements pour construire les grosses infrastructures, mais le rôle de la CTM, c'est aussi de mettre un climat et puis d'actionner, j'ai envie de dire, un levier d'investissement de manière à faire faire. En fait, on est dans une économie libérale. Une économie libérale veut que ce soit les entrepreneurs qui essaient de faire. La grosse difficulté qu'on a en Martinique, c'est que c'est les services et c'est surtout le commerce. C'est surtout le commerce. Je veux ajouter aussi que les prévisions des recettes ont été bâties à partir des encaissements effectifs comptabilisés en 2023. Ce sont des encaissements qui sont en retrait par rapport... Tu peux expliquer ? Alors, les encaissements, c'est-à-dire les recettes que la CTM a perçues, effectivement. Alors, je peux vous parler de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je peux vous parler de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Je peux vous parler de la taxe sur le carburant. Je peux vous parler sur l'octroi de mer. En fait, tout ça, ce sont des recettes. Et ces recettes-là ont diminué parce que la conjoncture est difficile. Donc, on est obligé d'établir un budget en fonction des recettes qu'on a. Et d'ailleurs, l'ensemble des départements, je parle des conseillers généraux de France et de Navarre, supportent jusqu'à plus de 4% de frais financiers en plus dans leurs dépenses parce que l'État a demandé énormément de choses. L'État a demandé, entre autres, que
il y ait des accompagnements. Alors, je vous dis très rapidement, les charges du personnel ont augmenté. Il y a aussi des allocations personnes âgées, prestations de compensation du handicap, responsabilité sociale et organisation. En fait, tout ça, c'est des dépenses que l'État exige de la CTM qui ont augmenté et sans une équivalence de dotation. Parce que quand l'État donne en francs constants. Et avec l'inflation, en 2 ans, on a perdu quasiment 8% des dotations de l'État. L'État, ça n'intéresse pas. Il donne et puis il s'arrête de donner. Je m'arrête là, je laisse Béatrice poursuivre et puis je vais vous donner quelques éléments encore. D'accord, bien. Évidemment qu'un budget, c'est le reflet des recettes. Les budgets des collectivités, c'est la particularité contrairement à l'État, ont l'obligation d'être équilibrés. Ok, ça c'est une chose. Et c'est une chose importante à dire parce que ça veut dire qu'une collectivité, qu'elle soit mairie, qu'elle soit conseil général, qu'elle soit conseil régional, contrairement à l'État, si son budget est déséquilibré, elle doit faire recours, elle doit avoir recours à l'emprunt ou elle doit avoir recours à l'augmentation d'impôts. C'est comme ça qu'on équilibre. Bon. Alors, sur ce qui est de la CTM, moi je crois qu'au-delà des chiffres, on va pouvoir les décortiquer. Je pense qu'on pourrait faire, parce que c'est un document de près de 600 pages qui a été voté. Plus près de 1000 Plus près de 1000 que de 600. Bon, voilà, donc c'est avec les annexes, ça fait plein de pages. C'est un très 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 gros document qui doit matérialiser, à mon sens, une orientation, une ambition, une vision et tout ça. Bon, moi, ce que je regrette, c'est que cette vision, cette ambition, fût-elle moins importante ou fût-elle obligatoirement en diminution, je crois que le Martiniquais a besoin de comprendre vers où on l'emmène avec cette grosse collectivité-là. Et ça en manque. Moi, j'ai besoin de comprendre. Je pense qu'il n'y a pas assez de pédagogie sur cette question du budget, de la part des élus, d'ailleurs, territoriaux. C'est bien que Charles soit là pour expliquer. Moi, je pense que c'est pas obligatoirement... Les gens n'ont pas besoin d'entendre des faits qu'ils connaissent. On sait que l'énergie a augmenté, donc ça coûte plus cher à la CTM que d'éclairer, de climatiser. Ça touche également les services publics, construire, ça touche les services publics et tout ça. Néanmoins, il faut là, une fois qu'un budget est voté, que les élus, tous ensemble, puissent expliquer à la population quelles sont les orientations qui sont prises et quelles vont être les priorités. On a besoin de savoir quelles sont les priorités. Est-ce que ça va être l'industrie? Parce qu'il y a quand même des investissements. Est-ce que ça va être de développer l'industrie? Est-ce que ça va être de développer, on a entendu le président de la CTM parler de l'autonomie alimentaire. Donc est-ce que ça sera cette fameuse acquisition de terres pour permettre l'installation de jeunes agriculteurs et aller vers l'autonomie alimentaire ou quelque chose qui y ressemble? On a besoin de vivre quelque part notre territoire pour mieux le considérer, pour mieux avoir confiance dans notre territoire et pour mieux peut-être même avoir confiance en nous-mêmes. Je crois que ça manque. Ça manque prodigieusement. Ce qui manque également, c'est un mea culpa sur les choses qui ne marchent pas. Les gens ont besoin de ça, de comprendre pourquoi il y a des trucs qui ne marchent pas. Ce n'est pas une honte que de dire on a loupé sur telle chose. Il y a une dérive sur d'autres choses. Tu parles de frais de personnel. Il faut qu'on fasse gaffe en temps de crise. On peut pas, dans ces cas-là, si on a des grosses difficultés, il y a des recrutements qu'il faut aussi ralentir. On est à près de 6000 salariés à la collectivité territoriale avec les satellites. On ne dit pas qu'il faut retirer à manger de la bouche des Martiniquaises et des Martiniquais, mais le service public, comme l'a dit Charles, c'est un levier d'action. Si la collectivité territoriale est forte et arrive à investir, ça permettra de créer des activités et du développement économique. Il ne faut pas que nous oublions ça. Et donc, il faut redonner ces lettres de noblesse à une grosse collectivité telle que celle qu'est la CTM. Et pour ce faire, il faut avoir un projet que l'on puisse comprendre. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas sûre de comprendre. Je vais continuer à interroger mon ami Charles et d'autres personnes qui y siègent pour mieux comprendre, pour mieux appréhender, pour mieux en parler. Michel, on revient à toi.
En tant Non, que alors- spécialiste, pendant 5 ans, tu étais à la Oui, manœuvre. bon. Alors, on ne peut pas dire quand même qu'il n'y a pas d'ambition. Je dirais même que quand on lit l'exposé des motifs, bon, l'ordonnateur, le président du conseil exécutif, a présenté un document épais, mais il y a un petit document un peu plus petit, un peu plus succinct, qui s'appelle l'exposé des motifs, où il explique ses objectifs. Bon. Les principaux objectifs, c'est d'une part de poursuivre les investissements dans les infrastructures, les routes, l'aménagement du territoire, et puis surtout de faire en sorte que tout ce qui tourne autour de la jeunesse, en particulier les dépenses en matière de sport, les dépenses en matière de l'équipement des lycées et des collèges, etc., tout ce qui est dépenses pour le retour, empêcher la jeunesse de partir et inciter au retour des Martiniquais, et notamment le logement, bon, etc. Donc tout ça est bon. Mais, et c'est là qu'on se heurte au mur de la finance, c'est que précisément, il y a une baisse considérable des... Je ne vais pas vous asséner des chiffres, mais enfin, je donne quelques exemples. Bon, l'enseignement, la formation professionnelle, l'apprentissage baisse de 32% en investissement. Action économique baisse de 47%. Alors, l'action économique, c'est 35 millions. Je compare cela au remboursement de la dette. La dette, c'est 107 millions. Autrement dit, Fred a dit qu'il n'a pas voté le budget, mais c'est ça que nous ne voulions pas, précisément. Bon. Il y a un élément important, c'est le reste à charge des dépenses sociales. Le reste à charge, c'est quoi? C'est que l'État définit le RSA, les dépenses pour les personnes âgées, les dépenses pour les personnes atteintes de handicap. Bon, alors, je ne sais pas si je trouve le chiffre. Bon, le chiffre, il est quand même phénoménal. Il est de plus de 300 millions. Non, plus. Il est de plus de... Excusez-moi, il est de 379 millions et quelques. OK? Bon. Eh bien, ce que l'État donne à la collectivité pour ces dépenses-là, c'est 216 millions. Donc, la collectivité, ce qu'on appelle le reste à charge, la collectivité est obligée de prendre sur les autres dépenses Pour combler ce trou-là. Et ce n'est pas elle qui détermine les conditions d'attribution du RSA, de l'APA, l'aide aux personnes âgées, et MDPH. Donc, autrement dit, l'État augmente les dépenses, mais il donne sa compensation, sa contribution. Il donne pas l'argent qu'il donne pas l'argent. Bon, au point d'ailleurs que plusieurs collectivités d'outre-mer, notamment à La Réunion, et nous-mêmes, nous avons demandé que l'État reprenne le RSA à sa charge. Bien. Voilà. Oui, nous un petit désaccord, Michel. Page 21 du l'exposé des motifs, le reste à charge, c'est 52,3 millions d'euros. Hein. Ah bon? Il est là, page 21. On peut garder au document qu'on m'a. Non, c'est-à-dire que plus globalement, faut nous essayer de répéter, sans débat entre citoyens, là, nous pas gourmand, enfin, c'est pas objectif, moi. C'est fait que plus Martiniquais comprendre comment ça a fonctionné et pourquoi ils impliqué dans la vie collectivité. C'est-à-dire que pour nous, les différents capris,
faut nous rassembler comme nous. Faut nous plus solidarité. Et là, je pense que le président du conseil exécutif là fait 3 erreurs. Première erreur, c'est l'arrivée, il n'a pas fait un état précis des lieux pour dire, mais c'est ça, c'est la gouvernance qui était avant, la gouvernance Marie-Jeanne, et Claude Lise, qui était cagoumé entre eux toute la journée, ça qui base en préjudice aussi. Mais, pour dire mieux exactement, parce que Yoka dit nous que c'est 230 millions de dettes Chabé qui était la nouvelle gouvernance là. Or, je ne peux pas trouver les chiffres là, pièce côté. Et ça, je constaté, c'est que cette entreprise-là, délai de paiement à la collectivité a allongé. Jusqu'à maintenant, on a des entreprises qui font travaux en 2023, c'est-à-dire, et puis nouvelle gouvernance là, ou en 2022, et qui pas payé. Oh, il n'y a pas qu'à parler de ça. Donc, il y a une erreur qui fait pour moi. Dit pas dit population, mais c'est ça m'a trouvé, il quitte tant d'être bon moins, il quitte tant machin, moi payer ça payer les autres, ou bien moi prendre temps pour payer les autres, mais il pas fait ça. Deuxième erreur qu'il fait, c'est une erreur de casting. On va parler personnaliser débat, il criait un cadre venu du foie, directeur financier, qui était grand chef de la Chambre régionale des comptes, moi quoi. Il était un moment et puis moi il n'est pas là. Mais peut-être que faut que voir les conséquences parce que de casting là, parce que le budget 2023 il était surestimé. Là ça fait en février 2022, la majorité a dit, il a fait en visioconférence, il a voté en plan de relance. Lorsqu'il lit document ou quand il a un bagage qui irréaliste. Absolument. C'est-à-dire que la situation de cette entreprise là après Covid là, tout le monde était qu'à goumer, mais nous savons ça. Ici, c'est une entreprise. Pour payer charge, vous demandez des délais pour payer charge. Pour être à jour, vous allez faire prêt garanti par l'État, qu'on va rembourser à présent. Vous avez des difficultés. Et il fallait travailler et puis cette entreprise-là en les trésoriers. Or, vous qui était là, qui était à diriger les finances sous l'autorité du président, toujours. Pour moi, il n'y a pas un instrument de pilotage. Il n'y a pas ça un plan de trésorerie. Ou ça vous gagnez 1 000 euros, ou ça vous le c'est 200 euros. Bon, pour acheter gasoline, c'est tant euros. Pour acheter manger, c'est combien d'euros. Et vous pouvez payer ça, on a des traites qui tombent, il y en a le 10, il y en a le 25. En plan de trésorerie. Le sentiment comme on nie de l'extérieur, c'est que pas de plan de trésorerie là. Et moi, j'ai dit la nouvelle gouvernance là. Parce qu'il faut nous échanger en tant que Mais est-ce que monsieur est toujours là? Non, il n'est pas. Bon. Attends, bon, fini, Charles. Je vais pas troisième point, et puis on va parler. Oui, donne le Troisième point, donc, erreur de casting. C'est ça? Troisième point, c'est les fonds européens. Peut-être nous gagnons un débat. C'est-à-dire que, fonds européens, pour moi, ils étaient mal gérés. Et Macadou, ça très clairement, ni au moins un bagage pour faire, c'est un plan de finance, un plan de préfinancement des projets. Et ça, fallait aller, ouais, l'État, l'AFD, puis la Caisse des dépôts et consignations, pour mettre préfinancement là en place. Explique ça, ça me paraît important dans cette histoire du fonds européen. Fonds européen, l'on a fait un dossier. Le WAC accepte le dossier. La CTM, gestionnaire des fonds, pas oublier, ce n'est pas l'État encore, c'est nous, Martinique. Il y a des banques où les dépenser 100. Il y a des manquer 80 de subventions. Mais il y a des banques pour banque là avancer ou l'argent pour faire investissement. C'est là où fait, et c'est là où porter en facture à quitter pour dire mais ou acheter tracteur, ou acheter plan avec tout ça, manquer bon l'argent. Et ça, réunionnaire qui ça y fait, il mettait en préfinancement, c'est-à-dire la réunion dit où ni dossier qui est accepté, il y a la moitié somme subvention pour bon. Il y a pour commencer le projet. Et tout le temps d'après moi nous pas fait ça, nous avons des difficultés à consommer les fonds européens. Et moi, j'ai dit ça la dernière fois, Charles. C'est impossible que la CTM fait 280 millions d'euros de dépenses remontées en 2024. Ça veut dire qu'il y a été 7 mois, ça a fait 40 millions d'euros par mois. Ça, impossible. OK. Alors, Alors, juste parce que du coup, ça va donner l'opportunité à Charles de répondre. tu vas le charger? Oui, je vais le charger, mais Fred a chargé sur ce qui est des entreprises et des délais de paiement. Et je crois qu'il y en a quand même pas mal. Ça va, les gars? Tranquille. Fred a parlé des entreprises. Moi, je vais parler également des stagiaires et des boursiers.
il y a des personnes qui suivent, notamment en ce moment, des formations et qui ont droit à des bourses à l'IFMES, c'est ça, hein? J'ai alerté. Moi, j'ai alerté. En toute sincérité, j'ai alerté les services, j'ai alerté les politiques sur le fait que nous avons des personnes qui suivent une formation en lien avec le social, veulent faire de l'aide à domicile, d'accord? Aide aux personnes. C'est quand même rare, hein, maintenant, des vocations de cette nature-là. Les personnes se sont engagées à ne faire que la formation et donc ont droit à une bourse. On ne parle pas d'enfants, hein. On parle de pères et mères de famille qui ont décidé parfois de se réorienter, donc qui ont des bouches à nourrir, qui doivent se nourrir, qui doivent aller en formation, qui doivent utiliser leur voiture, à qui on avait dit il faut que votre dossier de bourse soit présenté avant le 30 septembre. À ce jour, certains d'entre eux n'ont toujours pas reçu la bourse. À ce jour, certains d'entre eux ont reçu un premier versement et on leur dit tant que les autres n'ont pas reçu leur premier versement, vous ne pouvez pas avoir le deuxième versement. Bon, alors je dis juste, et je ne parle pas, je dis d'ailleurs j'invite Charles presque à ne pas répondre, mais à solliciter les services. Parce que moi je ne pense pas que ce soit obligatoirement les politiques qui soient à l'origine du fait que les gens ne touchent pas leur bourse. Mais je demande à nos compatriotes, à mes compatriotes et collègues pour certains administratifs, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas laisser des gens, aujourd'hui, qui sont en attente d'une somme qui est de nature à devenir vivrière, enfin, utile à la vie, à leur quotidien. Vous ne pouvez pas les laisser comme ça aussi longtemps, sans réponse ou avec des réponses dilatoires. Ce n'est pas normal. C'est inadmissible. Faites votre boulot. Je suis désagréable en disant ça, mais faites votre boulot, faites-le bien, priorisez l'humain, parce qu'il y a des gens qui attendent sur ça pour acheter des couches, pour payer l'électricité, pour payer leur voiture, et vous les mettez en difficulté. Et j'invite quand même nos collègues et amis politiques à s'intéresser à ces cas particuliers, parce qu'ils sont trop nombreux, et c'est ce qui fait le désamour de la politique. C'est ce qui fait que les gens, après, ne croient plus en rien. Parce qu'ils se disent, je me suis mise à la disposition de la société, on m'a promis quelque chose qu'on n'est pas capable de me donner, alors que c'est un droit. Donc, je dis juste ça. Merci, Charles. Alors, juste avant que tu répondes, Charles, s'il te plaît, tu as parlé de casting, et pendant que tu disais ça, je me demandais, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais est-ce que ce président est bien entouré? Déjà politiquement? Et puis, est-ce que administrativement, ça suit? Parce que vous avez parlé tout à l'heure là d'un monsieur qui venait du foie. Peut-être que c'est ça qui a créé pas mal de problèmes aussi dans l'histoire. Ce qui pose problème, et Charles, pardon, parce qu'il va falloir que tu répondes à tout ça, et tu auras peut-être un peu plus de temps. Vous savez, moi je suis une technicienne des collectivités depuis 25 ans. Faire croire aujourd'hui que les agents de l'État peuvent être meilleurs à la tête des administrations, que les gens qui ont des années, je ne parle pas de moi, ça ne m'intéresse pas, que des gens qui ont des années de gestion des collectivités locales en Martinique, c'est une erreur. Et cette erreur-là, elle a été faite aussi précédemment. Hein. Faire croire aujourd'hui que des préfets ou des sous-préfets vont être meilleurs que des attachés territoriaux, des administrateurs territoriaux qui ont été formés à la gestion des collectivités, à mon sens, c'est une erreur. Bien. C'est une erreur. Et c'est une erreur qui se manifeste dans les difficultés que la gouvernance, la première de la CTM a eu, que celle-ci également a eu. Charles? Bon, quelques éléments. Alors, j'entends bien, le président du conseil exécutif n'a pas une baguette magique. Et forcément, je ne vais pas répondre. Tu as raison, je ne vais pas répondre. Parce que répondre, c'est quelque part mettre en porte-à-faux des administratifs qui, je pense, essaient de faire leur travail pour le mieux. Je dis je pense. Maintenant, je pense aussi qu'il y a des difficultés administratives. Je pense aussi que la fusion, ou plutôt pour l'instant encore la juxtaposition des deux administrations, que ce soit le conseil général et le conseil régional, 6 000 employés, c'est ça? Oui, ne s'est pas encore opéré comme il faut. Je pense qu'il y a des automatismes, je pense qu'il y a des démarches administratives, je pense qu'il y a des choses qu'il faut créer, qu'il faut instaurer, je pense qu'il y a une dynamique, je pense qu'il y a une spirale vertueuse qu'il faut réussir à faire. Et que pour l'instant, les choses ne se sont pas encore faites. Je crois même qu'il y a des différences d'ordre mineur, mais qui révèlent
la réalité des deux administrations. Par exemple, les horaires ne sont pas encore harmonisés. Bon, donc il y a ça. Deuxième élément, on a eu la cyberattaque. On va dire la cyberattaque, ça fait près d'1 an. Je suis d'accord, ça fait 8 mois ou 9 mois. Mais la cyberattaque, elle a été catastrophique. Résultat des courses, ça a donné une sorte de cumul, une sorte de boule de neige, une accumulation de paiements, de mandatements qui n'ont pas pu être faits parce que on n'avait pas les moyens techniques de le faire, dû bien évidemment à l'informatisation de tout, qui du point de vue social, qui du point de vue économique, et il y a eu un gros retard qui a été pris, mais ça c'est vrai, un gros retard qui a été pris par les services, retard qui est en train d'être réglé, d'être résorbé. Je veux aussi ajouter, mais ça, c'est l'exercice normal de la politique, de dire finalement, Béatrice nous disait, et Fred nous disait qu'ils n'ont pas les preuves. Moi, je ne pense pas que les responsables des finances, que ce soit M. Reneco et que ce soit M. Letchimy, je ne pense pas qu'ils mentent en disant qu'il y avait effectivement 230 millions d'euros qui étaient là et qu'il fallait payer. Il y a eu des coupures de courant, il y a eu des coupures d'eau, parce qu'il y avait des factures d'eau et d'électricité qui n'étaient pas réglées. Je ne trahis pas de secret, ça a été dit en plénière par le président du Conseil exécutif. Donc il y avait des problèmes. Alors je ne dis pas que c'est de la faute de l'ancienne majorité, parce que sans doute on est dans la continuité de l'exercice budgétaire et que forcément, ce qui s'est fait dans le budget précédent doit être assumé par l'équipe suivante. Ça c'est normal, Continuité. Et donc c'est la continuité budgétaire, effectivement. Et je veux aussi ajouter que... alors, quelle est la vision? Premièrement, Béatrice a dit 2 choses fondamentales. La première chose, c'est que nous, on doit voter un budget en équilibre. Ça, c'est fondamental. Alors que l'État est en train de s'endetter. Alors, les États-Unis, aujourd'hui, c'est la grosse crête. Ils sont à 20 000 milliards d'endettement. Et il paraît que les obligations américaines, c'est-à-dire ce que tu achètes en investissement, eh bien les obligations américaines sont en train de plonger. Personne n'y croit plus. On ne croit plus que les Américains sont capables de rembourser cette dette-là. Bref, parenthèse fermée. Nous, on vote en équilibre. Deuxième élément, on a choisi de ne pas augmenter la fiscalité. C'est un choix. La période d'instabilité économique, de pression financière accrue, avec une augmentation d'impôts, aurait pu grever davantage le budget des ménages et empêcher que le pouvoir d'achat disponible puisse faire fonctionner la machine. Je me rappelle en 2017, me semble-t-il, que vous avez fait un choix inverse. Mais bon, ça c'est compréhensible. Enfin moi, je ne suis pas un financier et je peux comprendre qu'on fasse le choix d'augmenter les prix de l'essence pour récupérer de l'argent dont on avait besoin. Le choix de la commission dirigée par Didier Laguerre, ça a été de ne pas augmenter les dépenses. Il y a aussi, donc c'est une volonté d'encourager la consommation. Augmenter les impôts. Les impôts, pardon. D'augmenter les impôts, pardon. C'est donc un choix d'encourager la consommation. Quels sont les enjeux? Donc on souhaite continuer d'actionner le levier de l'économie, mais pas dans le domaine d'une régie, c'est-à-dire tout faire par la CTM. Parce qu'on peut aussi, dans un monde idéal voulu par Michel Bouanchy et les communistes, vouloir tout faire par soi-même. Non, mais c'est ça. Et puis réaliser les chantiers soi-même, etc. Ou alors essayer de faire un partenariat. Essayer de faire un partenariat avec des privés, voir quels sont les chantiers qui sont réalisables, de manière à associer les investisseurs privés pour réaliser ce qui est réalisable. Alors moi, je ne vais pas vous asséner. J'ai un tableau là, riche d'une trentaine de chiffres, mais je ne vais pas vous les lire. Je veux continuer à vous dire que, effectivement, il y a aussi la volonté de maximiser les financements externes avec l'État et l'Europe. Alors, j'étais moi-même à l'IMS quand Serge Letchimy et Bénédicte Dijoni m'ont présenté le travail fait par l'équipe du FSE, et donc qui fait d'ailleurs Fonds européen de développement régional, qui fait ADER pour l'agriculture, qui fait un pas pour le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'agriculture, ont été sollicités. Alors Fred est un technicien des chiffres, mais moi ce que j'ai vu sur les tableaux, c'est qu'on était entre 95 et 102% de réalisation en projection. Fred me dit que visiblement, on aura des surprises. Et puis, je veux aussi ajouter que on ne peut pas mettre à côté
la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, les allocations RSA qui ont augmenté, la prime Ségur, les agents exerçants de socio-éducatif qui a été créé par le gouvernement et qui permettent à certains agents dans les filières socio-médicales de bénéficier de primes. L'impact de la loi Taquet, je ne savais même pas que ça existait, la loi Taquet pour l'amélioration des enfants de leur famille et l'amélioration des rémunérations des familles qui accueillent, des accueillants. Donc, il y a des choses que j'ai découvertes en préparant l'émission qui montrent finalement que la complexité de la tâche, parce que c'est effectivement une machine énorme. Enfin, 9 ans quand même pour mettre des horaires communes. Oui, non, mais bon, alors maintenant, Michel va pouvoir te parler des syndicats. Il y a des choses sur lesquelles il s'attache, il se crispe, et puis c'est compliqué à faire. Et puis tu ne peux pas imposer les choses, parce que tu as des syndicats qui sont bien représentés, avec des présidences bien charpentées, et ce sont des femmes. Et j'aime autant vous dire que moi je suis au CHSCT, enfin le nouveau. Bon, CT. Au CT, les dames, quand elles prennent la parole, elles sont entendues. Donc, quand je parlais de la robustesse, la grandeur et l'immensité de la tâche, c'est finalement d'imaginer une mise en musique avec, bien évidemment, le moindre petit musicien qui doit jouer sa partition parfaitement. Or, il y a effectivement des problèmes. Il y a effectivement, on ne va pas dire que tout va bien dans l'administration. Voilà ce que je voulais dire. Il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Parce que nous avons une très bonne expertise Martinique. Et si nous sommes des sous-préfets Martinique qui ont du travail, et Magadou, bébé, c'est des bons. André Pierre, lui, c'est un bon. Il était ancien DG, sans sous-préfet. Il a eu un gros poste à la préfecture la semaine passée. Oui. Jean Guimet, comme on connaît, qui était même fac là, et puis moi, Toulouse, c'est un bon aussi. C'est un bon en sous-préfet qui, je pense, si tu as commencé, puis bon, tu as fini préfet. Et nous, ni en expertise Martinique, pour moi, la CTM, il y a une vraie expertise. La question, c'est comment il y a ou quoi cette expertise là. Et c'est là, moi, il y a un désaccord. Et puis, majoritaire, mais ce n'est pas une question personnelle. Je ne peux pas dire traiter personne de menteur. Ça, je veux dire, c'est que là, je regarder ces chiffres-là, ces comptes administratifs-là, je ne peux pas trouver d'être chabéen. Donc, si vous avez un côté un document qui n'est d'être là, voyez-moi, si vous n'en avez, il pas matché en disant compte là. Maintenant, Chabin fait des graves erreurs. Chabin aussi, il allait intégrer 84 millions d'euros. Là, il dissout le syndicat mixte de transport en site propre. Oui. Il était obligé de réintégrer d'être là. 84 millions. Donc, ça plombait aussi, ça grévait d'être là. Et il allait payer 2 300 000 euros pour négocier, puis c'est maintenant pour allonger durée remboursement. Pour moi, il fallait être fait en autre négociation. Mais, bon, il fait comme ça. Il allait bas-corsaire 3 millions d'euros pour qu'il ça, ou un billet d'avion baissé, ou un fait corsaire, nous pas côté il a négocié, puis l'Europe. Ensuite, il dépensait 5 millions d'euros pour faire des plans, pour faire un viaduc en l'air, tout ça, c'est l'argent jeté. Donc, là, alors qu'il est, mon équipe privée, à Nouvelle ça, il mettait tout ça dans les cartons. Et puis, par contre, là, nous y a un désaccord, c'est qu'il partit dans un affaire congrès sans résultat, trop congrès. Il fallait arrêter dans une stratégie de négocier d'abord question dette là et question recette là, et puis l'État. Il fallait négocier. En les contrats de convergence là, c'est un contrat qui signait entre 2019, c'est Chabin qui signait, mais le président Aguilar a continué. Les fonds européens, les fonds Barnier, les fonds pour la transition énergétique, les fonds verts, il fallait mettre en équipe d'experts, nous, Nio, Martinique, là, ces jeunes-là, pour aller chercher l'argent pour investir en pays. Au lieu de dire ça, moi, c'est une stratégie qui allait vers le développement institutionnel, etc., qui mène nous, qui côté. Dis-moi qui résultat est à terme, comment nous connaissons. Alors qu'il est pour moi, il faut concentrer. Et je vais vous un exemple qui est bon. C'est à penser certainement, c'est l'équipe-là qui l'a fait, puisque moi, j'ai dit ça à l'époque, ça partait Djenieko. Il y a un plan chlordécone. Il faut discuter, et puis l'État, vous savez, l'argent, en poche qui monte, l'argent chlordécone, il y a un problème de l'eau. Donc, l'État, première fois ça fait, président Macron, un président reconnaît la responsabilité de l'État dans l'affaire du chlordécone. Ce n'est pas seulement l'État pour moi qui est responsable, ni d'autres monde. Donc, l'État dit comme ça, après une négociation, enfin, il y a un document, nous avons versé la CTM qui n'y a l'usine de l'eau, l'usine Vivea,
850 000 euros par an. Nous avons remboursé les autres 15 centimes par mètre cube parce que les autres 4 traités de l'eau qui n'y chlordécone. Eh bien, c'est un bon bagage, mais là, je lis le document, je dit qu'il y a reverser l'argent dans les communautés d'agglomération. Non. Comme nous avons vendu l'eau, la CTM a vendu l'eau à 56 centimes d'euros dans les communautés. Les autres, les factures sont plus proches de 5 ou de 6 euros que de 56 centimes. L'État a 15 centimes de moins par mètre cube, ou qu'à tirer 15 centimes en disant 56 centimes, là, ça fait 41 centimes. Et puis, on a dit, moun qui a vendu l'eau à Martinique, a baissé, s'il te plaît. Mais c'est des bagailles simples. Nous n'avons pas besoin de modifier la Constitution pour ça. On nous fait des bagailles qui permettent au peuple de trouver des solutions pour vivre. Parce que, je te dis ça, tant qu'à venir aide. Et Charles, ça m'a les dur parce que bon, c'est pas un bail. On va répéter. C'est pas personnel. Bon, eh bien, voilà, on finit. On finit parce que Nous parlions du budget. mais il y a des budgets. On va lire. Ça m'a regardé là, il y a un budget. Qui ça? Ça, bail de l'eau là, mando là, 850 000 euros. Il y a dans le document. Hein. Oui, mais dire à la SME de baisser de 5 centimes, ce n'est pas. 15, Oui, non, mais par Mais ce n'est pas dans les non. contrôler Ce n'est pas dans les correctement son compétences de la chemin. collectivité Sur territoriale. les macas. Non. Il faut un changement. Non, Pas tous ensemble, pas tous ensemble, oui. attends, camarade Blanchi, J'ai dit la contrôler. Vivec à vendre l'eau bas les communautés d'agglomération à sommes 56 d'accord. centimes. Ça m'a cadeau, si l'État a bas 850 000 euros, 15 centimes par mètre cube jusqu'en 2027, Oui. ça m'a dit, c'est que donc, la collectivité qui a vendu l'eau moins cher, donc Oui. nous avons demandé mon nom, répercuter pour y Nous pas ni l'argent à bail, nous pas ni caisse l'argent à bail. Il peut dire ou non. Eh bien, nous, ça y est fait, nous, ça les juges à bon. Zekeni, nous, avons mis une responsabilité. Mais la responsabilité de l'eau, c'est les EPCI. Oui, mais la responsabilité Bon. de l'eau, c'est mais il y a La une autorité CTM unique. La CTM, une usine de l'eau, hein. Elle a une usine. Alors, pas La- tout le la monde en CTM même temps, ne fixe s'il pas vous le prix plaît. de Pas l'eau. tout le monde Non, en c'est même clair. temps. C'est l'autorité Alors, unique qui est censée Michel, faire. vas-y. Non, je dis très simplement, dans les répartitions des compétences entre les différentes collectivités, la fixation du prix de l'eau, la gestion de l'eau, ce sont les collectivités, ce sont les intercommunalités. La CTM a hérité du Conseil général l'usine de Vivet, elle vend de l'eau, mais elle ne fixe pas le prix de l'eau. Qui a Bon. fixé Et le prix d'autre de part, la vente de la vente ce n'est pas elle, Oui. ce n'est pas elle à qui revient l'entretien des réseaux. Elle peut aider. Alors, c'est ce qu'est conseillé, c'est ce qu'a essayé de faire Marie-Jeanne et qu'a continué d'ailleurs de faire le Tibet. Elle peut se coordonner avec les OPCI pour faire des plans pour la rénovation des réseaux qui sont défaillants, qui sont obsolètes. Bon, mais le problème, de remonter au niveau européen, il est certain qu'il faudra des fonds européens si on veut rénover le réseau d'eau de la Martinique. Bien. Le mot de la fin Oui. Je ne m'autorise Tout à pas. Si fait. tu as quelque Ok. chose à dire. Non, juste, quand on a des concessions, des contrats, des délégations de services publics, pour récupérer aussi un peu d'argent, c'est bien de regarder ce qui est fait, d'aller appliquer les contrats et puis les pénalités qui vont avec. Parce que quand on a aussi peu de travaux en matière de réseau, de tuyauterie, alors que dans nos factures, il y a une partie qui est faite pour les travaux. Tout à fait. Il va falloir aussi que tout le monde se mette au taf et puis aille chercher l'argent dans les poches. Parce que l'argent qui n'est pas... c'est ce qui se dit. L'argent qui n'est pas vraisemblablement récupéré des pénalités pour non-application du contrat, il sert à financer des voyages, il servirait à financer des clubs de sport, il servirait... Encore une fois, je le dis, ce que j'ai dit dès le début, suivez l'argent et vous verrez les mettre pièces. Et ça, c'est par exemple le travail d'inspecteurs dans la police qui sont spécialisés dans les finances. Et c'est pas si évident et il nous en faut davantage chez nous. Alors, Juste, oui. Manuela, pouvez-vous mettre l'infographie, s'il vous plaît, puisque je voulais montrer quelque chose aux Alors, téléspectateurs. je ne sais pas si elle est encore là. Par contre, on va faire assez Voilà, là. voilà. D'accord. Donc, quand on regarde les budgets des différentes années, vous voyez que 2021, 321
regardez, Millions, c'est bien 321 millions, 2022, 252 millions, 2023, 241 millions, et vous regardez... Et c'est la part de quoi, ça? C'est le budget de la collectivité, c'est... Non? Non. Non, Attendez, ça attendez, peut être le attendez, budget de la attendez, collectivité. attendez, que je vous dise tout C'est- de suite. C'est l'investissement, c'est l'investissement. La partie La partie, foncée. voilà, Donc, foncé. la part... ok. L'investissement, voilà. Donc, Donc, tu as l'investissement, le fonctionnement et puis quoi? voilà. Eh ben non, c'est les deux, en Non, haut. t'en as 3. Le blanc, Il y en a. c'est le fonctionnement. Et en haut, c'est l'investissement. Voilà, les investissements, c'est le chiffre, c'est le chiffre. Là, t'es à peine à 500 millions. Oui, oui, Donc, mais c'est pas possible. enfin, tu vois bien qu'il y a le diagramme en bas à partir de 2021, il est beaucoup plus important à partir de 2021, 2022, 2023. On a une moyenne là, et les années précédentes, on voit que l'investissement est relativement constant par rapport aux années précédentes. C'est ça que je voulais dire. Ok. Et pour finir mon propos, la question posée par Fred tout à l'heure, c'était de savoir quelles sont les priorités. Les priorités sont la jeunesse, effectivement, les solidarités, parce qu'on veut garder un tissu social et accompagner les personnes qui sont en difficulté. On a une population fragile et on ne veut Vieillissante. pas, et vieillissante. On Eh ne peut oui. pas. Mais oui. L'économie verte, il y a une grosse action qui est menée par le conseil exécutif David Zobda, qui essaie. Alors, il faut que vous sachiez qu'en L'indépendance 2030, alimentaire. en 2030, hein, c'est-à-dire demain, il faudra que nous soyons autonomes du point de vue énergétique. Enfin, c'est quelque chose de. Et on avance bien de ce côté-là ou pas? On avance. Non, Bien mais ou pas on avance. On est à l'entour de 25%. Alors, non, mais où je vais en revenir, enfin, 2030, quoi. C'est-à-dire C'est ce que prévoit c'est- la PPE? Voilà. Je finis. La culture, pas mal d'investissements, le soutien à la compétitivité des entreprises locales et enfin l'ouverture internationale. Voilà les priorités qu'on s'est fixées. Maintenant, sans doute qu'on aurait pu faire davantage, mais Alors, je vous conjoncture est propose, pardon Michel, je vous propose Page on de passe pub. une petite pause pub depuis un instant. Grégory attend ça avec beaucoup d'impatience et on reprend donc le cours de l'émission dans quelques instants. C'est passionnant. C'est ça. Comment? Ne manquez pas l'événement, le retour de la bande à Mano pour le déjeuner dansant de la Villa Le Marco, chez Zizine, au Cap Ferré à Sainte-Anne. Mercredi 8 mai de 12h à 19h. Au menu pâté en pot, crudités variées, ragoût de cabri, coq au vin, poisson grillé, haricots rouges, riz, légumes pays, gratin, dessert, glace, blanc manger coco et gâteau. Attention, entrée 45 €, open bar, place limitée. Appelez Zizine au 0696 29 85 13 ou Kelly 0696 20 75 13. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Dimanche 26 mai, veille de jour férié, à l'habitation L'Oiseau à Vieux Habitants. Un événement musical pour un moment inoubliable. Un spécial fête des mères. Une animation musicale à hauteur de l'événement avec DJ, Awax et la bande à Mano. En invité, Marius Modeste et John de Billowman. Prévente avec repas 40 €. Entrée et repas sur place 45 €. Entrée sans repas à partir de 17h, 20 €. Point de vente au centre de bien-être Fleur de Lotus à Baïf sur my-ticket-move.fr. Une tombola avec de nombreux lots à gagner. Alors fêtons nos mamans avec DJ, Awax et la bande à Mano. Dimanche 26 mai à l'habitation L'Oiseau, Vieux Habitants. Info 06 90 96 44 06. Un événement Waterfalls Productions. En hommage à l'artiste Gilles Fleureau, Monsieur Claude Edmond, maire de la ville de Gourbert, vous invite le vendredi 19 avril à 19h pour la projection débat à la Maison de la Culture Gilles Fleureau. Entrée gratuite limitée à 130 personnes. Le samedi 20 avril à 20h au marché en face de la mairie pour le concert en live de ses œuvres les plus célèbres, interprétées par 13 musiciens guadeloupéens. Hommage à Gilles Fleureau, 60 ans avec le Cherise, le Havana, Sud Ancrage, la Gypsa, Decra, Saphir FM, Canal 10 et Antimédia. Marius Modeste t'invite à sa croisière sur le Costa Fortuna. Départ 12 décembre 2024 de la Martinique et 13 décembre départ de la Guadeloupe. Vous aimez le compas, vous aimez les animations de Marius. Alors pas manquer ça, mamaï.
puis c'est pas tout. Jean-Luc Gouanel qui est là aussi. Bagaille chaud qu'il a. Et puis aussi, en belle chante Noël. Et puis mode, Odile, et puis Sonia. Pour tes cantiques autres. La croisière de Marius Modeste sur le Costa Fortuna. Renseignements et réservations, Zouk TV Voyage. 191, route des religieuses, Fort-de-France. Téléphone 05 96 71 27 27. Mail contact @zouktvvoyage.fr. Voilà, merci beaucoup Grégory pour ces quelques publicités. Alors, on passe à autre chose ou on finit? Alors, il y a un mot que je voulais dire. Oui, rapidement, parce que sinon... Vous l'avez dit, hein, À propos de la fameuse dette corrélée Charbin à Letchumi, il y a eu quand même un rapport de la Chambre régionale des comptes il y a un an. Il n'a pas dit cela. Hein. Au contraire, il a dit que la gestion du personnel, la gestion des comptes et le fait de ramener les frais de fonctionnement et la dette et la capacité d'autofinancement a été remarquable sous la mandature de Marie-Jeanne. Bien. Ah ben oui, la Chambre régionale des comptes. Donc, ça, Michel Kadi a vrai, c'est en réalité financière objective que Marie-Jeanne vient augmenter capacité. C'est-à-dire, l'argent qu'on a, là, dans fonctionnement, entre recettes qu'on a, l'État qui a l'impôt, toute bagaille, et puis ça, on a dépensé pour le personnel, pour faire collectivité à vivre, on a dégagé en surplus. Le ratio. Hein, en surplus, c'est-à-dire que l'on fait recettes moins dépenses, il était en surplus. C'est surplus qui permet tout payer d'ailleurs l'argent qu'on a de banque là et mettre l'argent pour banque là, d'autres l'argent. Donc ça ok. Mais rapport là qu'a dit aussi que trésorier était très mauvais, était suivi en manière très mal et que m'a pas sûr que ça a amélioré. Mais ça m'a te dit globalement pour finir, c'est que budget là pour moi majorité qui est obligé de rectifier parce que tel que il y a autres qui fait et nous que si l'avenir a moi trop bien raison. D'ici peu de temps, les autres présentés comptes administratifs là, la majorité qui est obligée de faire une décision modificative pour ajouter un certain nombre de dépenses qui pas prévues, qui pour moi sous-estimées. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, les comptes administratifs là qui sont sortis, nous avons combien d'argent réellement qui est dépensé et qui est rentré en 2023 et qui bagaille la CTMT pour faire et qui est reporté en 2024. En tout cas, moi, je quand même dit, il y a situation extrêmement, de mon point de vue, grave. Que si pas ni un vrai effort pour maîtriser les dépenses là et pour flécher ces investissements en les débats concrets, nous allons aller dans le mur. Je vais ça. Bon. Et je vais donner un exemple. Depuis plusieurs mois, une idée éolienne. Là, on va aller. On va passer bon là, on va aller à la cimenterie. On a une idée éolienne qui couchait là. Parce que je dit que pour qu'on ait un accord entre investisseurs privés et puis la CTM. C'est ça que je dit. C'est le passage. Mais on va coucher là toujours, alors que tout le monde a parlé de l'augmentation du prix de l'essence, comme Michel Fenidia. Et en 2035, peut-être au moins que c'est bon pour faire trompette. Mais ça m'a dit c'est qu'en 2035, nous risquons d'ignorer l'essence autour de 3 €. C'est-à-dire que c'est pour tout un tel effort qui est fait pour la transition énergétique et que c'est Européen qui a dit qu'il faut que passe à l'électricité, c'est-à-dire des bagages qui ne peuvent pas dépendre du pétrole. Ça, Michel a dit. Mais attendez. Ça va pas fait parce que Biden. Michel, attends. Biden qui a dit Netanyahu, était tranquille parce que Biden a besoin d'être élu en 2024. Donc, le problème du prix des carburants aux États-Unis est un des éléments importants d'une élection de président aux États-Unis. Donc, je espère que nous gagnons un débat. Oui, mais ce n'est pas sans fois qu'on va dire ça. Nous gagnons un débat sur le compte administratif. Oui. Nous gagnons un débat aussi sur les fonds européens parce que ça n'est pas admissible que le débat n'a pas fait dans l'Assemblée. Je ne peux jamais comprendre. Pouchi, les élus martiniquais permettent à la télé, en séance de congrès, pour discuter de 600 millions d'euros
que l'Europe a mis à la disposition la collectivité territoriale de Martinique. Et ça, ça sent bagaille. Il faut qu'il y ait plus de transparence dans la manière la collectivité à gérer ces chiffres-là. Alors, on passe à autre chose. Oui. Puisqu'on parle d'argent, on va jeter un petit coup d'œil sur la répartition de l'aide publique aux partis politiques. Je pense que ça intéresse les Martiniquais de savoir ça. Si Grégory veut bien nous passer les images, on ne va pas rester très longtemps sur ça. C'est assez explicite. Hein. Tu n'as pas le camembert, là? Mais c'est ce qu'il va nous passer. Alors ça, c'est moi. C'est voilà le camembert qui a été sorti. Donc, tu ne peux pas grossir plus que ça. C'est ça. En 2024, c'est le parti PIA qui a reçu... Voilà. Euros, c'est-à-dire 52%. 133 000? Non. 133 000 euros. C'est ça? Oui, c'est 133 000, oui. 52%. Ensuite, il y a le parti du mouvement populaire franciscain. Oui, MPF. pardon, vas-y. MPF, oui, 76 000, c'est-à-dire près de 30%. Et puis le parti progressiste martiniquais, 44 000, c'est-à-dire 18%. Mais je ne savais pas que le parti du François était plus important que le PPM. Eh bien, j'ai appris qu'ils avaient deux contributeurs. Oui. Des sénateurs, c'est ça? Il y avait une sénatrice qui est contributrice depuis. Alors je vous dis ça tout de suite, hein, puisque j'ai. T'as noté? Oui, j'ai noté. Laisse-la afficher, s'il te plaît, Grégory. Oui, il y a une sénatrice et puis il y a. Sénatrice martiniquaise? Oui, la sénatrice martiniquaise qui a MPF. Hein. MPF, c'est bien le parti du François. Non, mais faut qu'on explique. Faut qu'on explique quand même. Bien sûr. Les chiffres qui apparaissent là, il s'agit bien de l'aide publique versée aux partis au regard des... bien sûr. Oui, versée aux ça. partis au regard des nombre élections. De personnes qui ont voté pour eux. Oui, du nombre de personnes, quand c'est un parti, mais en l'occurrence, aucun parti martiniquais ne bénéficie d'un report, en tout cas d'argent, eu égard au nombre de voix qu'il a reçues, mais au financement dû aux élus nationaux qu'ils ont. Et en l'occurrence, là, c'est le financement, le remboursement de frais de campagne qui apparaît là, et le paiement par député ou sénateur d'une dotation qui est d'environ 43 ou 46 000 euros. Je crois que ça a augmenté il n'y a pas longtemps qu'à 45 000 euros. Donc quand on sait que PIA, par exemple, a déjà au moins 3 députés, si ce n'est 4, me semble-t-il, puisque Giovanni William, me semble-t-il, est inscrit. Giovanni William est inscrit à PIA, donc ça veut dire que... Alors, donne les noms. Marcelin Nadeau, Jean-Philippe Nilor, Giovanni William sont inscrits à PIA, c'est-à-dire que ils remplissent un petit papier qu'ils envoient à l'État disant « Mon parti de rattachement financier, c'est PIA ». Et c'est 37 000 euros. C'est 37 000 euros par parlementaire. Ensuite, regarde. Après, le PPM, il n'y a plus qu'un parlementaire. Oui. Johnny Ajar. Et puis maintenant. Et il y a désormais à MPF, Monsieur Buval et Madame Conconne, qui donc ont mis que leur parti de rattachement financier était le parti MPF. Voilà. Alors, de notoriété publique, il est connu que, par ailleurs, lorsque vous vous rattachez à un parti, même si ce n'est pas le vôtre, il vous prend des frais de gestion, quand même, parce que ce qui veut dire que si le MPF ne récupère pas la totalité de la somme... Non, mais il y a un commissaire au compte, il y a une expertise comptable, il y a tout ça à faire payer, donc ils vont récupérer quelques sommes. Grégory, tu me mets la même photo, mais en 2023, parce que 2 années consécutives, c'est PIA qui est en tête. Hein. Oui, parce qu'ils ont 2 députés, plus un troisième. Et ils ont mené des campagnes. Et ils ont mené campagne, oui. Plus un troisième. Alors, je voulais préciser rapidement, parce que je vous disais bien que j'avais trouvé les images. Donc, un parlementaire rapporte 37 000 euros à son parti. 37. Et puis, il y a 37 000 euros. Et puis, lors des élections législatives, en fait, chaque voix représente 1,61 € par parti. Quand tu as réussi à présenter des candidats dans plus de 40 circonscriptions. Voilà. D'accord. Ce qui n'est pas leur cas. Ce qui n'est pas, non. Alors, donc, ce qu'on voit là, ce sont les contributions des parlementaires qui ont choisi. D'accord. Voilà. Et là, en 2023, donc, PIA est à 133 119. Parce qu'il a 52% encore. Il a 33 Le PPM à l'époque, en 2023, était mieux loti.
était devant MPF. Oui, il avait Et plus de parlementaires. Il avait plus de parlementaires. Et là, donc, 2024, ça Il me s'est semble que rétréci. d'ailleurs, à l'époque, la sénatrice... La sénatrice est encore avec en- nous. Voilà, Et c'est puis, ça. comme elle est partie. Est-ce que je peux intervenir sur la question, mais c'est peut-être le fameux bouquin qui a été mis au début. Ouais. Vous savez... S'il te plaît, Grégory, montre-nous le livre, oui. Voilà. Ça s'appelle Le prix de la démocratie. Je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas à l'acheter ou à le prendre en bibliothèque. Le prix de la démocratie, c'est une démonstration implacable de Julia Cagé, qui est prof à Sciences Po, me semble-t-il, et économiste. Et qui montre quoi? Qui montre en fait, et Olivier Jean-Marie, que vous connaissez, et qui a sorti, qui a fait cette publication qui fait apparaître les chiffres de Martinique, montre quoi? Que en général, et ça se vérifie quand même assez souvent, plus on a de l'argent, plus on a des chances d'être élu. Plus on dépense dans une campagne, plus on a des chances d'être élu. Et ça se vérifie quasiment tout le temps. Alors on a des exceptions chez nous. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais si on le prend de manière statistique et sur le temps, même chez nous, ça se vérifie. Et ce que ça fait remarquer, c'est quoi? C'est que le financement finalement de la vie politique est un financement qui amène quelque part à une démocratie plutôt menée en plutocratie. Ça veut dire quoi? C'est pas plouquin. Plutocratie, c'est une démocratie où l'argent a de l'importance. Pourquoi? Parce que regardez, là maintenant qu'un parti comme PIA ou autre ont 131 000 euros par an. Admettons même 30 et quelques mille, 60 000 euros par an. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Dans 5 ans, quand ils vont mener campagne, ils auront une cagnotte Tout à fait. qui va leur permettre de mener campagne. Un jeune, on dit il faut du renouvellement politique. Un jeune parti qui vient entre deux élections, il fait comment pour financer sa campagne? Et c'est en ça qu'on a parfois des problèmes de représentativité. Mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse une émission peut-être consacrée à ça. Comment se finance la démocratie? Parce que les gens se posent la question du fait de ne pas être représentés. Les gens se posent la question du fait qu'il y en ait, ça soit toujours les mêmes. Les gens se posent la question aussi de l'abstention. Mais il y a une réalité qui est que aujourd'hui, en France, je parle pas spécifiquement de la Martinique, mais je le dis en France. En France, les plus modestes payent les choix politiques des plus riches. Parce que la réalité, c'est que les gros partis, par exemple, arrivent à lever du don que n'arrivent pas à lever les petits. C'est 7 500 euros de dons par personne et par an maximum. Sauf que quand vous faites de l'argent et que vous payez l'impôt, si vous payez 7 500 euros, en réalité, à la fin, ça ne vous coûtera que 2 500 euros. Parce que 66% de cette somme est retirée et déductible d'impôts. Sauf que quand vous ne payez pas d'impôts et que vous gagnez 1 000 euros, que vous êtes un ouvrier, que vous gagnez 1 000 euros, mais vu que vous n'êtes pas imposable, si vous avez décidé de donner à un parti que vous pensez représentatif de votre personne 200 euros, eh bien, vous n'aurez pas les 66% de réduction d'impôt puisque vous n'êtes pas imposable. Alors, Grégory, remets-moi 2024, s'il te plaît, le camembert. Est-ce que ça veut dire, lorsqu'on a le camembert, on va voir, 2024, voilà, est-ce que ça veut dire que PIA est devenu le plus grand parti martiniquais? Le plus riche. PIA, c'est le plus riche, oui. PIA, c'est le Donc, plus d'après riche. ce que Bébé vient d'expliquer, celui qui a le plus d'argent, c'est lui qui risque d'emporter des élections. Il peut faire des Donc, ça peut meilleures être le plus grand campagnes. parti, c'est ça? Il peut faire des meilleures campagnes. Ça dépend. Non, mais je pose la Non, je dis que ça Ça ne se dépend reproduit quel pas tout critère. le temps, hein, mais... Débat intéressant, hein, Mano, parce qu'il faut nous faire une analyse quand même politique au-delà des chiffres. C'est-à-dire, il y a un parti politique qui a touché en partie l'argent de l'État colonial, jusqu'à ce qu'on s'aille calculer. Et il y a un député parti là qui est allé en Azerbaïdjan. Moi, j'ai une difficulté à situer les quatre là, moi, aller chercher. En Asie centrale. La Guinée en dictature féroce. Lequel des toi? La Marcelin Nadeau, D'accord. pour dénoncer l'État colonial français. Donc, vous dites pas ni démocratie. Mais pourtant, encore, ouais, biscuit à bon. Donc, on peut critiquer le bon fonctionnement de la démocratie française, mais on va constater que les gars ont l'argent pour partir, ou pas dire à un moment, ça n'est pas bon. Donc, Ou pas aimer américain, mais on aime biscuit américain. vous avez compris. La Mabel. Donc, ni à un moment donné, et ça qui est encore plus fort, c'est que, c'est-à-dire, il y a près de 270 000 euros en 2 ans. Hein. Ça va faire pas chez l'argent. Il y a d'où élection européenne qui arrivait,
Je pense que c'est l'avant-veille, qui est d'où là, il a allé, ça, il a fait, c'est-à-dire que le parti politique là, il n'a pas jouer rôle. Donc, ça c'est juste de petits mots, et, parce qu'il faut quand même taquiner Charles. Les deux gros partis qui étaient là pendant les 2 dernières décennies. Le MIM et le PPM. Nous avons que financièrement, là, le MIM disparaît. Je constaté, pas même ça aussi, il veut présenter compte. Moi, je mets des noms, mais est-ce qu'il présente des comptes ça pas Non, ils sont à zéro. Hein? Non, est-ce qu'il présente des comptes ça c'est sur les aides d'État. Ça, il mettait zéro, mais est-ce que, parce que pour l'État, l'argent, il faut présenter des comptes chaque année, certifiés par un commissaire au compte, tout ça. On commence à, le MIM là, peut-être, il y a un monsieur qui a joué sans arrêter en les WhatsApp. Peut-être qu'il dit, moi, si le MIM déposait les comptes, mais ça m'a constaté, c'est qu'il tombe à zéro. Et je dit l'autre grand parti qui était structuré la vie c'est politique. bizarre, là. il est tombé à zéro. D'accord. Oui. Ça dit rien. Alors, on a dit ça parce que tu as un mouvement aussi, Sainte-Marie. Non, mais au-delà du jeu de mots, tu as un mouvement Sainte-Marie. Oui. Il disparaît aussi, il était touché. Ouais. Alors, est-ce qu'il déposait des comptes? Parce que ça faut déposer des comptes. Hein. Ben là, très non, réglementé. C'est réglementé. Oui, c'est très compliqué. Donc, si vous ne pas déposer des comptes, vous pas éligible. Donc, Ouais. on va bien voir que pour ça plus facile de hausser l'impôt en les Samaritains que déposer des comptes pour un parti politique. Tout Samaritain, c'est de quoi tu parles. Oui. Petite Alors. précision, Oui. il y a une obligation de faire la parité homme-femme, etc. L'État surveille ça énormément et il y a des sanctions financières qui sont prises également contre les partis qui ne respectent pas ces règles. Ça peut aller jusqu'à l'inéligibilité. Voilà. Oui. Alors, les prochaines élections à venir seront à scruter avec beaucoup d'attention. C'est les Européens. Les élections Mais européennes, est-ce qu'on pourra en reparler? Moi, à mon avis, enfin, le véritable rapport de force martiniquais, c'est ce qui se reflète au niveau de la CTM. C'est-à-dire qui est une élection quand même à la proportionnelle et qui a, en 2021, qui a donné une photographie des rapports de force entre les différents courants politiques. Oui, mais on a pu s'étonner aussi. ça On a pu s'étonner aussi que le parti de Catherine Conconne soit arrivé avant PIA. On pensait que PIA serait deuxième, enfin juste après le C'est PPM. ce que je te dis. Ce camembert-là ne reflète pas les rapports de force. Ouais. Pas Tu voulais toujours. dire aussi Non, que ça serait intéressant d'ailleurs qu'on parle de cette démocratie, de l'abstention Bien et sûr. tout ça. Ça serait intéressant et on peut trouver des réponses. Sincèrement, je vous invite à aller sur le site. Je crois que Julia Cagé a fait un site qui doit s'appeler le prix de la démocratie.fr. Et il y a des éléments aussi, et peut-être que c'est sur ça aussi qu'il faudrait qu'on réfléchisse, mais il y a des éléments d'évolution qui peuvent être intéressants, des propositions d'évolution du mode de financement de la vie politique. Alors, hier, on a entendu que le quota dans les HLM pré-bonifiés, ce sont des pistes pour simplifier l'accès des fonctionnaires au logement. Je peux juste quelques mots. Oui, je t'en prie. Les fonctionnaires n'ont de salaire intéressant que dans les pays des océans. En France, les fonctionnaires sont vraiment démunis. En France, le privé paie nettement mieux, à qualification égale, le privé paie nettement mieux que la fonction publique. Pourquoi? Parce que la fonction publique, entre guillemets, ils ont un emploi à vie. Et deuxième élément... Enfin, pour l'instant. Voilà. Et deuxième élément, il y a une grande majorité de fonctionnaires qui sont de catégorie C et B et qui parfois à Paris dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. Il faut savoir ça. Et donc, je finis mon propos en disant que quand j'ai commencé à travailler en 91, on commençait en tant que jeune professeur avec 1,9 SMIC. Aujourd'hui, un professeur commence à travailler avec 1,2 SMIC. C'est-à-dire que les fonctionnaires ont perdu 30% de leur pouvoir d'achat entre 1990 et 2024. 25% les 25 dernières années. C'est très clair. Très clair. Donc, quand on dit qu'on veut aider les fonctionnaires au logement, notamment les fonctionnaires de catégorie, petite catégorie, il le faut. Et notamment quand ils sont fonctionnaires dans des métropoles, enfin dans de grandes villes, comme Paris, comme Lyon, comme Marseille. Ça coûte excessivement cher. Un loyer à Paris, 25 mètres carrés, c'est 900 €, 1000 €. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux simplement d'augmenter les gens autant dans le privé que les fonctionnaires? Je te remercie. Mais non, mais pour c'est les le plus fonctionnaires, en simple. tout cas.
C'est le plus simple, Faut me dire ça, semble-t-il. monsieur le maire. Alors, c'est exactement. Oui, alors il y a eu donc avant-hier ou hier le comité du logement des agents publics. La réalité, c'est qu'on sait, les grandes administrations se sont rendues compte, alors singulièrement, comme l'a dit Charles, dans les grandes villes, qu'il y a des personnes qui se plaignaient de ne pouvoir se loger et qui, par exemple, redemandaient rapidement leur mutation ailleurs, parce que se loger à Paris, quand on vient juste de commencer, par exemple, dans la fonction publique, c'est quasiment impossible. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas dans l'hospitalière et dans un certain nombre d'administrations, à Bercy, il y en a pas mal, hein, des logements réservés pour les fonctionnaires de Bercy. Il y en a plein, et plutôt pas mal, de bonne qualité. Il y en a pas mal également pour la fonction publique hospitalière, mais on voit de plus en plus que, vu que les prix dans les grandes métropoles ont augmenté, ben ça fait qu'il y a de plus en plus aussi de fonctionnaires qui partent habiter à 1 heure de train ou des choses comme ça, à Rouen, un peu plus loin, à Reims, alors qu'ils travaillent à Paris. Bon. Juste pour ramener à chez nous, c'est impossible. Hein. Aucun fonctionnaire ne peut rentrer dans un HLM normalement. Il ne remplit pas les conditions. En Martinique, pour rentrer dans un HLM, il faut que vous soyez en deçà du SMIC. Pas au SMIC, hein, vous a appris. En deçà du SMIC. Et nous n'avons donc, dans nos HLM, aucune mixité sociale. Ce qui est très problématique et génère les difficultés qu'on rencontre parfois. Mais il y a quand même des gens qui sont entrés dans des HLM Il y a longtemps. Oui. À un moment. Ils ont construit par ailleurs et ils n'ont pas remis l'appartement. Que font les bailleurs sociaux? C'est vrai, c'est vrai. Que font les bailleurs ça, sociaux? ouais. C'est aux bailleurs sociaux de régler ça. Oui, au cas où. Oui, mais c'est aux bailleurs sociaux de régler ça. Et alors, enfin bon, en plus, il y a des villes qui ne veulent pas, ils ne veulent pas d'HLM chez eux. Par exemple, l'ancienne ville de Sarkozy, là, comment ça s'appelle? Neuilly. Ils préfèrent payer l'amende que de faire ce genre d'avoir ça dans leur ville, quoi. Oui, et ils ont enfin, favorisé. Quand je dis ça, je parle des HLM. Et ils ont favorisé la construction de sortes de logements HLM modérés, c'est-à-dire que, ok, on veut bien mettre des HLM, mais pour des cadres, quoi, hein, pour des mounes qui a touché au moins 3 000 euros. Bon, ça, tu dis quelque chose? Oui, heureusement que le président actuel là a augmenté le point de vue fonctionnaires qui n'a pas augmenté depuis longtemps. Oui. Des présidents qui étaient Depuis avant. 12 ans. Ah, merci. Hein, donc, on ne va pas étirer les personnes. Donc, il Il fallait être un monde quand même qui t'a augmenté la rémunération. Mais nous, d'accord, personne ne parlait payer l'impôt en plus. Hein. Moi-même, je m'en payé assez. Et ces entreprises aussi. Tu payes? Oui, je m'en payé. Oui. Oh, parce que on sent un bon citoyen. Des fois, les PAGNA ne payent pas. Non, pas PAGNA. Pas PAGNA. Moi, je suis citoyen martinique. Moi, j'ajoute tout l'impôt, moi. Et je pense son attitude. Là, on les parle, là, on les vient Zouk TV. Et puis parler. Il faut couper l'impôt. Faut là, on y a une entreprise, pour qu'on parle, il faut qu'on ajoute des charges sociales et fiscales. C'est vrai. C'est-à-dire, mon qui a bon conseil là, lui-même, certaines collectivités, je ne vais pas attirer les personnes, je ne vais pas prendre un risque là, je dis ça. Il ne pas ajouter des charges sociales. Mais, l'entreprise là, obligé de payer. D'accord. Oui. Bon, Surtout pour aller sur des marchés donc, publics. le président, quand même, il peut y avoir des mesures. Il a augmenté un certain nombre de fonctionnaires, policiers. Merci. Il a augmenté aussi agents de la fonction publique, juges et puis greffiers. Oui, il faut qu'on dise ça. Parce que, et question, il faut qu'on trouve des moyens pour loger ces monnaies. Parce qu'on y a une catégorie C qui a gagné moins de 1 500 € net par mois. C'est ça. Et ces montants-là, Charles Teka parlé. Il faut trouver des solutions pour ces montants ni logement et pour faire que les jeunes générations passent ces concours aussi pour y ça entrer dans la fonction publique. Ok, alors, dernier sujet rapide. C'est pas dans ça, mais vous avez entendu parler de ces deux jeunes, un de 14 ans et de 15 ans, qui ont roué de coups un gars pour récupérer son portable. Et, Où ça? Là, en France, dans une des villes françaises, Il là-bas. est mort, le monsieur. Le monsieur est mort, c'était un gars de 22 ans. Il a été roué de coups à coup de baseball. Et bat bougla à fond. Alors, en même temps, il y avait dans le discours d'Attal, il disait qu'il fallait, si les parents n'arrivaient plus à tenir les enfants, est-ce qu'il ne faudrait pas diriger les enfants vers des internats ou vers des espèces de maisons de redressement? Donc, non, mais quand on entend ça... C'est pas maison de redressement, il n'a pas dit ça. Il dit centre d'éducation fermé. Enfin, voilà, centre d'éducation fermé. Il n'a pas redressé mon encore en France. Ok, d'accord. Donc, centre d'éducation fermé. Alors, tout le monde... Enfin, j'entends beaucoup de personnes crier au scandale, mais lorsqu'on
mais côte à côte, les deux informations, ça fait quand même réfléchir. Hein. Mais maintenant, ça fait réfléchir parce qu'il y a un vrai phénomène de violence dans les jeunes. Où ça veut l'emmenter et toute condoléance à toute famille commerçant que vous tuez, si maintenant là, ils décapité en mettant le bout de la main. Ils décapité, ils coupent de l'homme. Et donc, il y avait une boutique à la Pérignon aussi. Voilà, je vais connaître lui. Donc, c'est dramatique. Et au cas où il y a pas savent qui fait ça, la police qui est trouvé mon nom. Mais phénomène de violence urbaine là particulièrement, ni violence la campagne aussi. Et l'âge aussi. Bon, donc ou d'après moi, il faut que le gouvernement prenne des mesures. Et Gabriel Attal qui c'est un jeune bouc, il bat en formule que moi-même trouvé qui tombait bien. Il dit tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, tu apprends à la respecter. Et moi, je pensé qu'à un moment donné, un élève, moi, il y a un enseignant à côté de moi, pas pour dire un professeur, n'importe qui ça. Il faut qu'il y ait des sections. Et bien là, peut aller très loin, puisque d'après ça, je comprends, il faut mettre là qu'il y a des comportements, il faut mettre ça dans les parcours sup, ça peut suivre vous, ça peut dire ces jeunes-là ça. Attention, les autres qui ont fait conneries, et puis informatique là, ça peut suivre toute la vie. Et vous avez entendu aussi à Marseille ce qui s'est passé. Une enseignante, un élève qui a tabassé, la grande sœur de l'élève qui a tabassé l'enseignante, voilà. Oui, madame Lantou, parce qu'il n'y a pas signé autorisation de sortie. Voilà. Parents n'ont pas signé une autorisation de sortie, là. Donc, l'administration, mettre l'école là, dit comme ça, quand il ne peut pas aller en sortie, eh bien, les parents virés pour dire madame là, ça qui veut, pour tuer par madame là, envolé. Un bel volet. Madame là, 5 jours d'incapacité de travail. Ouais. Donc, ces violences-là, je pense à un moment donné, il faut nous d'accord, nous, Martiniquais, et Magadimon, pour ça, personnellement, renforcer les moyens des polices municipales, la vidéosurveillance, mais aussi les médiateurs, fait qu'il y ait une vraie sécurisation de l'hôpital, de l'école, de côté des services publics, parce que sinon, nous ne pouvons pas aller travailler là encore. Voilà. Vous voulez réagir sur ça? Faut évidemment qu'on va tous dire qu'il faut malgré tout le respect des aînés, tout ça, ça fait partie aussi de notre éducation. J'ai presque envie de dire. Enfin moi, en toute sincérité, là, je pouvais être agitée à l'école, mais mon TP qu'on ça qu'a écrit qu'en professeur, en CPE, crier, prend téléphone ni pour crier en parent moi. C'était la fin pour moi. C'était la fin. Enfin, s'il y a une chose qui me faisait peur, c'était ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur de ça. Ouais. D'accord ? Donc, je ne sais pas comment on va réhabiliter tout ça. Parce qu'on a laissé les choses partir. Et puis parce que les parents ne sont pas des modèles. Je suis désolée aussi de le dire. Quand on voit la violence qu'il y a sur les réseaux sociaux, la violence verbale, à un moment, elle ne peut pas être que sur les écrans. Elle ne peut pas être que sur les écrans. Elle est obligatoirement aussi dans la bouche et l'attitude des parents. Et donc, le non-respect de l'autorité, le non-respect de l'ordre public, le non-respect, pareil chez nous, hein, on dit ça. Mais quand on dit vous voyez comment les gens se comportent dans l'espace public ? Nous n'avons besoin d'arrêter là, il faut arrêter là. Quand bien même la personne nuit à toute la circulation dans le machin, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, les gens mettent leur musique à fond. Vous parlez, vous dites à quelqu'un, mais s'il vous plaît, quand même, vous abusez. Moun Lancajuro, qu'a dit ça en petit, mais les grands qu'a fait même bagaille là. Donc, on a quand même, dans le savoir vivre ensemble, on a une grosse difficulté. J'ai assisté à Fort-de-France au débarquement d'une dame handicapée. La voiture s'est arrêtée. La dame s'apprêtait à sortir, mais la pauvre, elle n'est pas véloce. Elle ouvre la porte. Le type qui était derrière moi, déjà klaxonné. Les gens sont impatients, mais ce n'est pas possible. On ne vit plus ensemble. C'est l'un contre l'autre. Ou tout. Et Béatrice, tu es tout comme moi entre le Verpoix et le Trinité. Et il y avait là la maison de redresse, on appelle ça la clérologie à l'époque. Papa était professeur d'ailleurs. Là. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui sont passées, des jeunes délinquants qui sont passés là et qui ont pu avancer dans la vie. Il y en a qui sont devenus instituteurs. Michel va te dire que c'est l'armée qui veut redresser les gens. Mais faut pas, parce qu'il y a un dogme autour de l'armée et tout ça, peut-être, mais mine de rien, qu'on le veuille ou pas, il y a des espaces qui ont permis la sociabilisation des gens.
qui ont permis aussi d'apprendre pour certains, hein, d'apprendre le respect, le bonjour, le machin. Moi, je suis désolée, hein, pour moi, à l'école, par exemple, moi, j'ai appris à me lever quand le professeur arrive. Ah, c'est fini. Hein. D'accord ? À dire bonjour. Et puis à s'asseoir, à ce que le professeur puisse faire l'appel, parfois dans le désordre, hein, mais puisse faire l'appel. On avait peur d'une colle. Bon, maintenant, je ne sais pas, c'est Charles qui peut le dire, Non, mais c'est des petites choses qui se perdent. Oui, mais on est relativement épargné. épargné. Enfin, on est relativement Ici, épargné. ouais. Oui, ici, c'est encore bon enfant. Enfin, au lycée de Enfin, Bellevue, au lycée de Bellevue. je suis Et vraiment chez- gâté, hein, parce que mes élèves m'aiment beaucoup, je les aime beaucoup. Ça se passe très bien. Non, vraiment, on Et est... tu as un bon proviseur aussi. Si tu le dis, je ne vais pas te contredire. Enfin, je pense et je laisse. Mais Et on le salue, on le salue. vous avez parlé des choses qui se passent. Vous avez vu aussi que chez nous, il y a un monsieur qui s'occupait de livraison de pizza, qui s'est fait voler sur le pont de la Ménard Châteauboeuf, enfin celui qu'on appelle... des gens sont sortis de leur voiture, le gars est en train de livrer des pizzas, hein, avait son sac à dos de machin. Des gars sont sortis d'une voiture, ont pris la moto sur lui et l'ont laissé à pied. Bon, donc on a une délinquance qui est montante et puis on a un toupet qui est montant aussi. Avant, les moulins étaient qu'à voler l'ennui. Maintenant, c'est l'ennui pour la journée. Merci à tous les quatre. Une fois de Merci. plus, j'espère que nous avons donné des informations à nos téléspectateurs, Merci, téléspectatrices. Donc, je vous souhaite un bon week-end, bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine si Dieu veut. À bientôt. Ok. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Bon à week-end. Grégory et à Manuela pour la réalisation. À bientôt.